émission 836. Cette semaine, Rain. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Oui, je te dis, man, je te dis. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres se disent « C'est normal, la température est tout à fait normale. » Ne vous inquiétez-vous pas. OK. Je vais les présenter à l'instant. Le premier, quand il se réveille, la première chose qu'il dit, c'est « À moi, mes X-Men. » Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Je dirais que c'est la deuxième. La première, c'est à moi, mes X-Men. As-tu écouté la bande-annonce de X-Men 97? Beaucoup trop de fois. Ouais, c'est ça, tu l'as analysé. Peut-être en parler un petit peu tantôt. Ça c'est venu stimuler l'enfant en moi. Ah, ben oui, pas mal. C'est une belle balance. Le deuxième, il se dit que si. Comment est-ce que j'ai écrit, fait longtemps? Il se dit que si on danse sous la pluie telle que présentée dans la BD cette semaine, on y verra que du feu. Ah oui, c'est ça. Je vais me lire. Ouais, attends une minute, je recommence. Ouais, parce que. Attends, Je pense qu'il y a du Mario Pelcha là-dedans. Ouais, oui. Hey, je pense que j'ai écrit ça, mais vraiment très fatigué. Fait que je vais pas leur faire. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Ça fait pas de sens ce que j'ai écrit. Salut! Dysorthographie a gagné! T'étais-tu sous? Non, j'étais pas sous. J'étais genre probablement en train de penser à deux affaires en même temps. Ah, OK. Oui, c'est ça. Et commencez à faire vos impôts, là. Moi, c'est presque fait. Ouais. Là, Mais pourquoi tu nous dis ça? les garçons, là, les filles aussi, les filles qui nous aussi. écoutent à la maison. Les autres aussi. Commencez à faire vos impôts tout de suite, là. C'est encore le temps, là, tu sais, de prévoir, puis de pas rusher, puis pas d'être à la dernière minute, puis faire les affaires par étapes, tranquillement. Mais c'est en avril, les impôts. Ben oui, c'est ça. Mais on a le temps. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut le dire là. Ah, OK, oui. Parce qu'on est fin, on est gentil, on pense là, à la santé mentale de nos moi, amis. je pense vraiment à la santé mentale de mon comptable. Aussi, de Pour votre vrai. comptable aussi. Oui. Fait que tu sais, commencez là, ça sera pas chiant. OK, ouais. C'est vrai que vous autres, vous êtes comme des pigistes et tout ça. Un peu. Ouais. Moi, Ouais. je suis tout le temps la même affaire. C'est ça, pas toi, c'est super, copy-paste, tu changes l'année, puis c'est réglé. Genre, Ouais. Mais moi, à cause de ma job, plus les trucs en parallèle, plus Ouais. les mystérieux, j'ai pas le choix, j'ai comme 10 000 sources. Puis c'est quoi, il y a... Cette année, ce que j'ai fait, 2023, c'est à partir de janvier 2023, à chaque fois que j'avais une facture, je faisais une copie, je la mettais dans mon dossier. C'est bien. Fait que quand je l'envoie à mon comptable, il n'y a pas besoin de chercher. Bravo, Ben. Puis mon comptable est le même que Jake. Fait que j'ai confiance en ses capacités. Oui, votre comptable vous remercie. Oui. Ben, il te remercie peut-être plus toi que Jake. Ben, il doit y rapporter beaucoup plus que moi, je pense. Oui. Je sais pas. C'est vrai. On parle pas d'argent. Les impôts. Les impôts. Les impôts. L'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. C'est aussi ça. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie quelque part sur l'île de Montréal. Il faut que j'en parle parce que c'est juste de ça que je parle depuis 2 jours. Mais j'ai une souris chez nous. Ben oui, toi. Gros fun. C'est vraiment là, trouver de la crotte de souris dans sa cuisine. C'est trippant au bout. Mais il fait froid, là. Pauvre petite souris. Ah oui. C'est à elle qu'on pense en premier, hein, c'est ça. C'est ça. Fait que. Il est vraiment pas content. Ah non, hier, j'étais vraiment pas content. Puis j'étais pas content parce que j'ai appris que le proprio était, lui, au courant depuis un bout de temps, mais qui faisait rien. Fait que, tu sais, déjà composer avec ça, c'est une chose, mais composer avec ses propriétaires. Puis Dieu sait qu'en ce moment, ils ont beaucoup de pouvoir. Puis ils en ont maintenant bientôt beaucoup plus. Parce qu'on ne pourra plus céder nos bails. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que le mien, il traîne beaucoup les pieds. Ouais, puis ça, les souris, c'est comme dans Alien, là, tu sais, au début du film, tu penses qu'il y en a juste un, puis là, t'es comme, oh shit, il y a dis-moi comme pas ça. une reine, puis elle pond des œufs. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai peur qu'il y en ait plus qu'une. Parce que ma voisine en a vu une, puis moi, j'en ai vu une. Fait que, est-ce que c'est la même? Je sais On va se dire que c'est la même. On va souhaiter que c'est Pour la le même. moment. C'est ça. Pour le moment. C'est ça. Fait que, tu sais, l'année passée, Nick, ça c'est le nom de mon proprio, quand t'es venu, comme ton gars est venu remplacer ton tuyau, puis qu'il a pas patché le mur autour, là, tu sais, ton drain, c'est peut-être rentré par là. Je dis ça, mais je dis rien. Fait que c'est ça. Fini là, je vais arrêter de ventiler, ça fait juste 2 jours que je parle de ça. Mais sinon, on peut peut-être commencer avec des messages vocaux. Ah! De nos auditeurs, on en a quand même quelques-uns. Fait que Ben ça, oui. c'est intéressant. On va aller chercher ça.
Où est-ce qu'ils sont? Le premier de... Check bien, c'est le proprio. Hey, Benoît, fait que là, t'es souris, arrête donc. la plante, c'est toi qui pourrais le faire. Je suis comme, non, c'est pas moi, je fais pas ça, moi, là. Ben là, t'es capable. Je suis comme, non, je fais pas ça. Fait qu'on va écouter un message vocal de Robert Langlois, qui est un auditeur de longue date. Je pense que ça fait depuis 2009 qu'il nous écoute. Oh, shit. Puis, il y a un beef à régler envers notre ami Jake, qui est pas là cette semaine. Salut Benoît, salut les mystérieux. C'est Robert ici, fidèle auditeur depuis 2009. Je voulais vous remercier pour l'épisode où est-ce que Jake et Gauthier ont raconté leurs aventures au festival d'Angoulême. J'ai trouvé ça vraiment trippant. Seul petit point négatif, j'ai été déçu que Jake ne dise pas dans ses highlights que j'étais allé le saluer pendant qu'il faisait une dédicace. Bon, je peux comprendre qu'à travers toutes les autres choses qu'il a vécues ces journées-là, que ma visite n'était pas si importante que ça. Je pense que c'en est pas. J'ai eu la chance d'aller au festival parce que je devais aller au bureau de Bordeaux de ma compagnie et par le plus grand des hasards, ça tombait pendant la semaine du festival. Fait que j'ai pris congé le vendredi et je suis allé avec mon ami Mathias qui travaille à Bordeaux. On est allés tous les deux passer une journée au festival. Vraiment trippant. Plein de super expositions, plein de conférences, des dédicaces d'un nombre incroyable d'auteurs qui sont là tous en même temps. C'est très, très, très impressionnant. Moi qui trippe sur la BD franco-belge, j'en revenais pas de l'exposure de ce genre de festival. Fait que tout ça pour te dire, Ben, que je t'encourage l'an prochain à y aller. On verra. Au-delà de l'appréhension que tu as de l'avion. Écoute, Robert. Profiter du festival. Merci et bye-bye. Merci à Robert. Robert, pour le situer, c'est dans les lives, c'est lui qui achète des shooters au vodka pickle. C'est lui, c'est ce gars-là. Ça fait longtemps qu'il nous suit. Oui. On a un deuxième message. Mais avant, pour Robert, fais-toi-en pas, parce que si Jake t'a pas mentionné, c'est probablement parce qu'il était tellement sur une autre planète qu'il s'est jamais rendu compte que tu venais du Québec. Il était sur un high pour vrai, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, prends pas ça personnellement. Parce qu'on y a demandé, et j'y ai demandé d'ailleurs avec vous autres. Il a pas réalisé, il était ailleurs. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un du Québec ou quelqu'un de la France qui est venu vous voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la France qui est un auditeur qui est venu vous voir, puis il a dit non. Fait qu'il a complètement oublié Robert. Fais-toi-en pas, man. Sur un high, man, c'est comme des fois, c'est dans les Comic-Con, puis le monde vient te voir, puis tu sais, l'année passée, quand je suis venu te voir, je suis comme, man, j'ai aucune idée, là, c'est tellement plein de stimuli, là, ça arrête pas une seconde. Deuxième message de Danick, je sais pas si c'est la première fois, je pense que c'est la première fois qu'il nous envoie un message. Salut les mystérieux, c'est Danick, je vous écoute de l'Abitibi. Gros shout-out pour votre émission que j'écoute chaque semaine, c'est vraiment plaisant. Puis gros shout-out aussi, j'ai bingé comme la moitié de la série des Tarumen chez Isidore. Incroyable, j'ai même bandé avec un de mes collègues qui écoutait ça quand il était plus jeune. Wow, l'émission, incroyable, c'est vraiment le fun. Ben c'est ça, j'avais une question pour vous par rapport au film de Spider-Man de Sony. Je me demande, avec l'échec de Madame Web qu'on a vu récemment, puis l'éventuel échec de Craven, pourquoi il continue tout le temps à faire des films? Ouais. Apparemment, j'avais entendu parler qu'il y avait une obligation contractuelle pour pas perdre les droits de l'univers de Spider-Man, mais je me demandais si ce contrat-là, il est pas respecté avec les films d'animation. Si oui, ben pourquoi ils se concentrent pas là-dessus? Parce que c'est tout ce qui réussit ces temps-ci, là, comme tous les films de l'univers de Spider-Man est horrible. Donc, je sais pas si vous avez des informations par rapport à ça. Je suis assez curieux. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Puis, à bientôt. Merci pour ton message. Ouais. Avez-vous une piste de solution? Parce que moi, j'ai une idée, mais Ben, c'est sûr, c'est pour des raisons contractuelles. Oui, c'est clairement ça. Est-ce que, par exemple, là, c'est vraiment une bonne question, là, est-ce que le film d'animation ou le IP d'animation compte dans ce contrat-là? Ça, je le sais pas. C'est pas une coprod, ça? Non, en fait, ben, ça dépend qu'est-ce que tu entends par coprod, parce que quand t'as... ça reste Sony. C'est une propriété qu'il loue, en guillemets, depuis le début des années 2000, depuis Spider-Man de Sam Raimi. Je sais pas, par contre, si le contrat inclut les productions animées, mais je pense que personne n'a vraiment vu ce contrat. On sait que c'est une clause que tant qu'ils vont exploiter la brand, ils vont être en mesure de pouvoir garder le personnage. Puis à partir du moment où ils l'exploitent plus, il y a un certain temps, il y a un délai, puis là, le personnage revient à Marvel. Ce qui est arrivé d'ailleurs avec Punisher, ce qui est arrivé avec Daredevil, ce qui est arrivé avec plein d'autres personnages avant la merger avec Fox aussi, là, parce qu'il y a une autre
à l'époque aussi, Fox exploitait des propriétés de Marvel. Mais j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. En fait, c'est une question que je me suis déjà posée. Si tout d'un coup, Sony décide d'arrêter de flamber son cash, parce que faire des films sans Spider-Man dans l'univers de Spider-Man, c'est un petit peu lame. Ouais. Puis les personnages sont-ils assez forts pour se tenir sur deux pattes, là? Ils vont faire quoi? Ils peuvent juste faire de l'animation? Puis ce côté animation, ils réussissent. Fait qu'ils ont quand même des films de qualité. Peut-être que... C'est une bonne question. Ça doit pas être donné, là, cette licence-là. Là. Non. Ils doivent envoyer quand même beaucoup d'argent là, pour... Je pense qu'elle a été renégociée récemment quand il y a eu le dernier Spider-Man No Way Home, puis il y avait, justement, parce que ça venait comme à échéance, parce qu'il y avait... C'était entendu avec Marvels depuis Civil War pour pouvoir garder le personnage, pouvoir jouer un petit peu avec. Je sais pas à quel point ils virent des redevances. J'imagine que oui. Oui, c'est sûr. Mais peut-être que c'est pas comme l'ensemble de redevances. C'est peut-être une question de produits dérivés, tu as une ristourne. Il y a des ententes à ce niveau-là. Mais ce contrat-là comme tel, personne, à ma connaissance, l'a déjà vu. Sinon, si on a de l'information, il faut vraiment le prendre sur un site, disons, sérieux, comme un genre de Hollywood Reporter ou Variety, ou un truc comme ça, parce que le petit blogueur général qui a vu de quoi, là, des rumeurs, c'est pas assez fiable, là, selon moi. Toi, as-tu une idée, Simon? Non. T'as-tu vu ces films-là, toi? As-tu vu Morbius? J'ai pas vu Morbius. C'est... Les seuls que j'ai vus, c'est Venom. Ouais, c'est correct. C'était bien, deuxième spécial. C'est comme des films des années 90, mais faits à notre époque. C'est vraiment bizarre. C'est tellement vrai. C'est vraiment pour ça. Venom, c'est vraiment ça. Une des critiques positives que j'ai vues pour Madame Web, qui venait de l'animateur de Cerebrocast, il disait « C'est un excellent film de 2003 ». Fait que tu sais, je pense que si tu y vas comme ça, tu dis « Ok, ben tu sais, c'est un film de super-héros de 2003 ». Avec une soundtrack d'Eminem. Ouais, vraiment 2003. Un petit peu de Limp Bizkit de temps en temps. C'est ça. C'est comme les derniers soubresauts du image comique de notre enfance. Tu sais, comme les X-Men étaient un peu sur le bord de cette affaire-là, puis ils sont finis par passer de l'autre côté, puis ça va, mais je trouve que les films de super-héros... Ouais, est-ce que certains films, ça n'est pas toute la gang. Mais avant, tu sais, les films de Sam Raimi, puis bon, toute l'espèce de era de Marvel Studios dans laquelle on est depuis très, très, très longtemps, les films de super-héros avaient tout le temps une certaine recette très cheap, très stéréotypée. Ouais. C'est la même qu'on retrouve dans Sony Pictures, puis je comprends pas pourquoi. Mais ils l'ont mastered. T'sais. Ils ont mastered ça, I guess. Ils ont mastered ça. Ouais, on va leur donner. C'est ça, ils sont rendus vraiment bons à faire ça. ouais, ok, là-dessus, c'est ça. Faut comprendre aussi, puis ça, c'est un truc que j'avais réalisé à un moment donné, c'est que, tu sais, les studios, c'est comme n'importe quelle société ou entreprise ou organisation, t'as des filiales qui procèdent de certaines façons depuis un moment, puis il y a une culture d'entreprise. Donc, par exemple, Warner Brothers Animation réussissent bien leur shit parce qu'ils ont cette culture-là de l'animation ancrée depuis très, très, très longtemps, puis il y a un leg des connaissances, du flambeau, il y a une institution autour de ça qui est établie. Sony, c'est peut-être un peu la même affaire pour l'animation. Ils ont peut-être leur culture d'entreprise qui est très différente de celle qui contrôle les films live-action qu'on connaît comme Morbius. Tu vois, la culture d'entreprise aussi, chez Warner, elle a changé. Oui, là, il y a Batgirl qui a mis ses tablettes. Et il y a le film avec les Looney Tunes aussi. Oui, que je ça a l'air voir. Que les gens qui l'ont vu ont dit que c'était très bon. Ouais. Fait que c'est pas parce que c'est un mauvais film qu'ils ne sortent pas. C'est la politique interne. Ouais, la politique du write-off de taxes ou je sais pas, d'assurance. C'est fucked up ce film-là. Je veux dire, j'étais curieux de voir Batgirl, mais de tous les films qui ont été cancellés depuis la merger avec Discovery, Warner Brothers Discovery maintenant, au total, l'entité combinée, c'est ce film-là que je voulais voir. C'est le coyote qui poursuit Warner Brothers parce qu'il n'est pas capable d'attraper le coyote, le Roadrunner, pardon. Puis lui, il se dit que les dés sont pipés. Fait que c'est comme Roger Rabbit, mais genre un corps. C'est un conspi, c'est ça, exactement. Fait que non, mais je sais pas. Peut-être moi, je te garantis, là, check bien ça, dans genre une couple d'années. Là, ça va repopper. Ça va être The Shelves Movies Collection. Ça va être on le ressort de la voûte. On les sort de la voûte. Voilà. Fait que on n'a pas de réponse définitive pour toi, Danick, mais merci. Mais très bonne question. Très, très bonne question. Puis très beau témoignage pour Terre humaine, hein? On sait pas qu'est-ce qui peut lier les gens. Hein? On sait jamais qu'est-ce qui peut agir comme ciment social. T'as un beau sourire dans ton visage, Simon. Fait que tu sais, t'as fait un style. T'as combiné, t'as resserré des liens entre collègues. Peux-tu croire
peut-être que tu vas comme faire progresser les profits de cette entreprise-là de 2,3% parce que la chimie entre ces deux dudes-là. Exactement. C'est ça, imagine. Merci Mia Rides, l'autrice de Tiger Man. Es-tu encore vivante? Non. Ça fait longtemps. C'est vieux, cette série. Ouais. C'est drôle parce que cette semaine, la semaine dernière, j'ai mon ami Thierry qui est sur le Discord puis qui est un vieux pote d'université, me disait qu'il a rencontré le nouveau copain d'une de ses amies. Puis il rencontre le gars, puis le gars il commence à jaser, puis il commence à lui parler des mystérieux étonnants et de Terre Kaiju. Puis il dit à quel point il trippe sur Terre Kaiju, puis là Thierry il dit rien, puis il dit ah oui. Puis il veut plus d'informations avant de dire qu'il me connaît depuis 2006. Là. Mais il trouvait ça drôle, c'est ça. Fait que quelqu'un qui essaie de m'apprendre, pas qui essayait de m'apprendre, mais qui me parlait de ces podcasts-là qu'il avait découvert. C'est le fun. C'est des beaux commentaires, c'est des commentaires authentiques. C'est plaisant. Si vous voulez d'ailleurs nous laisser un message, un commentaire, l'adresse c'est speakpipe.com/mystérieux E, speakpipe.com/mystérieux E, MYSTERIEUXE. L'adresse est dans la description de l'épisode. Cliquez là-dessus, ça peut être n'importe quoi, juste nous dire saluer. Je suis Danick de son petit coin de pays, ou vous êtes ailleurs dans le monde, ça serait super intéressant de vous entendre. Ne soyez pas gênés, puis c'est super facile à utiliser le SpeakPipe. Est-ce que quelqu'un veut commencer les nouvelles? Je te regarde, Simon, habituellement on commence par toi. Tu veux-tu y aller avec les Blu-ray ou tu veux J'ai pas de Blu-ray cette semaine. Fait que tu veux-tu qu'on y aille avec ce que la bande-annonce des on peut en parler, ça va amener à mon autre sujet. Excellent. Pour la première fois, donc, ce trailer-là, ce bumper-là va servir dans la bonne voie. Ouais. Simon disait qu'à chaque fois qu'il l'entendait, il avait envie de... Ça a sonné. C'est Laurent Boutin, mesdames et messieurs. Je vais attendre que tu reviennes pour parler du trailer, mais en fait, je voulais parler de nouvelles figurines de X-Men qui s'en viennent. Est-ce que c'est des nouvelles figurines de X-Men, de l'univers de X-Men 97? Il y en a, entre autres. Ils vont sortir la Wave 2. Parce qu'ils en ont déjà sorti cette année, même si le cartoon n'était pas encore disponible. Là, ils ont une Wave 2 avec le personnage de Cyclops, qui est avec le costume classique de Cyclops, jaune et bleu. Il y a Nightcrawler. Nightcrawler, ce que je trouve le fun, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une sortie d'une figurine de Nightcrawler. Moi, j'essaie d'acheter la dernière, puis c'est tout le temps comme beaucoup trop cher. Parce que c'est devenu une figurine de collection, genre? Ouais, ça fait trop longtemps que c'est sorti. Mais là, on a un Nightcrawler. Ça veut dire aussi que Nightcrawler va revenir dans le cartoon. Nice. Ça, c'est le fun. On a Jean Grey et aussi une figurine de Madeleine Pryor, a.k.a. The Goblin Queen, donc le clone de Jean Grey. Et là, on va en parler dans le trailer, quand on va parler du trailer dans quelques secondes. Mm-hmm. Mais la figurine vient avec Bébé Cable. C'est-à-dire X-Man? Non, parce que X-Man, c'est un clone. Ah ouais, excuse-moi, mon X-Men knowledge est pas... X-Men, c'est un clone fait en laboratoire par Sinister dans la dimension de Age of Apocalypse. Oh, ok. Ouais. Puis là, il est-tu pogné dans notre timeline comme toutes les autres X-Men? Où est-ce que je suis rendu, oui. Ok. Puis je pense qu'il va être là pour un bout. Ouais. Puis là, Laurent vient s'asseoir à côté de moi. Là, la chaleur vient d'augmenter. Ouais, c'est moi, l'homme chaud. T'es arrivé tôt cette semaine, je trouve, Laurent. Des fois, on arrive à fermer, puis à l'heure dite, puis des fois, on n'arrive pas. Souvent, on n'arrive pas. Ouais, il n'y avait pas un client de... Il n'y a pas eu le fameux client de -5. On l'a toujours... Avez-vous tous travaillé un peu dans le service à la clientèle à un moment donné? Oui. Il y a tout le temps ce client-là qui arrive à 5 minutes avant la fin ou 2 minutes avant la fin, puis... Il comprend pas. Tu sais, dans la vie, là, soyez pas ce dude-là. Non. Moi, je fais pas ça. Je n'y vais pas. Disons, ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait les lumières. Ouais, c'est un bon truc. C'est très passif-agressif. Même un client non, mais il y a des gens qui n'ont pas les cues aussi. Tu sais, comme, je veux dire, à -5, on dit, on ferme dans 5 minutes. Ah, super, ça me laisse 5 minutes. Puis après, je vais poser des questions à développement. Genre, c'est ça. Voyons, c'est pas ça le deal. Marche pas ça le deal, man. Sacrament. Hey, on est des vieux intolérants. Oui. Oh là là. Mais c'est ça. La figurine de Madeleine Pryor vient avec un bébé. Donc, on imagine que... Parce que dans le trailer de X-Men 97, on voit que Jean est enceinte. Yes. Mais est-ce Jean
Ou Madeleine Empire. C'est ça. On ne sait pas. Fait que il y a une figurine de elle, il y a une nouvelle figurine de Magneto avec son costume qu'il va avoir dans X-Men 97, c'est-à-dire son fameux costume où il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de manche, ouais. Puis on voit un peu les nips, mais pas dans cette version-là. Ouais, moi j'appelle ça son suit de gym. Ouais. Ça a l'air d'un gars qui fait des poids en 87 dans le gym. Ouais, puis son suit de petit gars de la pègre biélorusse. Oui, c'est ça. Ouais. Son tracksuit de gars de la pègre biélorusse. Il y a aussi une figurine du personnage qui s'appelle Executioner, qui je me souviens de l'avoir vu. C'est comme un gars qui veut tuer des X-Men, mais il est plate. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça dans la série, je sais pas, on verra. Puis les autres figurines, je vais en parler après parce que je pense qu'on veut parler du trailer. Ouais, c'est ça, peut-être le mettre en contexte un peu, là, parce qu'il y a la nouvelle série des X-Men animation qui s'en vient sur Disney+. C'est quoi, c'est en mars? Oui. C'est en mars. Il me semble que c'est le 20 ou le 30 mars. Quelque chose comme ça. C'est la continuité, en fait, de la série des années 90 qui a aidé à, engendrer les films qu'on connaît aujourd'hui, puis l'univers cinématographique que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est peut-être une des adaptations les plus populaires de n'importe quel médium d'un personnage de bande dessinée, si on exclut les films. Là. Et puis ça a marqué son époque. C'était quand même plutôt dark. C'était pas nécessairement dirigé vers les enfants, quoique le ton était un peu entre les deux. Puis j'aurais jamais cru en 2024 vous dire qu'il y allait avoir une suite de cette série-là. C'est comme un peu hallucinant. Puis le trailer, man, je m'excuse. Là. Boudons pas notre plaisir. Je suis un petit kid, puis je suis content j'ai vraiment trippé à regarder la bande-annonce. Oui, c'était quelque chose. Oui, c'est ça. Puis c'était le fun que ça démarre avec la fin de la saison 4. Ouais. 5. 5, oui, la saison où Professor X doit quitter parce qu'il y a comme un accident. Ouais, ben là, il a l'air à être mort. Fait que, c'est pas clair. On verra. Puis, je sais pas, tu sais, de voir Gambit rider Wolverine. Ah oui, c'était beau, c'était un bon bout. Ça fait pas de sens vraiment, parce que si il charge le squelette, ben ses griffes, ben il va charger tout le squelette au complet. Le squelette, lui, d'habitude, quand il charge, c'est pour que ça explose. Est-ce que Wolverine va exploser? Je pense pas. Il peut se régénérer. Oui. Non, mais c'est ça, il pourrait exploser. Mais moi, je pense pas qu'il y ait du fun. Moi, je pense qu'en ce moment, là, on est des vieux monsieur parce qu'on vient de dire que Gambit vient de charger les griffes de Wolverine. On n'a pas besoin d'avoir de raison pour ça. Non, puis je me plains vraiment pas. C'est juste, ça me fait rire, tu sais, mais... non, c'était tout un bon moment. Et Cyclops qui dit « To me, my X-Men », écoute. Ouais, dans leur vieux costume. Morph est là aussi. Ouais, Morph avec son look Age of Apocalypse. Il va peut-être être plus intéressant. Moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de Morph. Il est un petit peu blend. Dans les comics, il était le fun. C'est l'excitation que j'ai eue en regardant la bande-annonce, l'excitation que je me souvenais qui m'habitait quand je regardais des bandes-annonces de films de Marvel Studios qui s'en venaient dans le temps. Tu sais, comme la première fois qu'on a vu Civil War, puis comme là, Spider-Man est là, puis comme holy shit. Ce genre de moment-là que tu sais que tu vas assister à quelque chose que nous, en tant que fans de comic book, on veut voir à l'écran depuis longtemps. Puis, tu sais, il y avait ce sentiment-là faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. En partie parce que je pense qu'on est blasé. Mais là, si je m'attendais tellement à rien, je suis comme, non, je suis vendu. Là. Il y a plusieurs personnes, je sais pas pour toi, mais que je vais me retaper qui vont se retaper la série juste pour être à jour. Moi, je viens de le faire. Les photos complets. Ça t'a pris combien de temps? C'est quand même assez long. Je sais pas, 2-3 mois. Là. 3 mois. Le temps que je l'écoute tranquillement. Là. OK. Bon. Écoute. Mais ça vaut la peine, pour vrai. OK. C'est vraiment le fun. Au début, t'es comme... ouais, c'est un peu... Puis à un moment donné, t'as fait « Ah ouais, OK. Ah non. Oh, c'est bon. » Puis là, à un moment donné, moi, ben, vu que j'étais en train de lire un peu... j'étais en train de lire comme les bonnes années des X-Men. Des années 90. Non, plus fin 70 et 80, jusqu'à 90, mettons. Ouais. Puis que c'est là qu'ils ont commencé le cartoon. Fait que c'est des histoires inspirées de ce que je venais de lire. Oui, c'est vrai. Puis j'étais comme, OK, ils ont adapté ça, puis c'était une bonne façon de l'adapter, parce que des fois, t'as bien plus de personnages, ou t'as bien plus de backstory, ou d'éléments dans l'histoire, mais ils ont réussi à faire de quoi de bon avec bien des histoires. Ils étaient capables de condenser aussi des arches narratives qui étaient plutôt longues en BD, puis les mettre dans quelques épisodes, ou des concepts qu'il y avait dans les BD qui
tough à adapter. Je pense pas que ça marcherait nécessairement à l'écran, mais en cartoon, on dirait que ça fit. Ouais. Fait que, non, c'est une très très bonne série. Je sais pas, l'avez-vous vu, toi, c'est Gauthier, quand t'étais jeune, la série des années 90? Non, quand j'étais jeune, j'écoutais pas de. J'écoutais très peu de dessins animés américains. J'écoutais plus du franco-nippon. Oh oui, comme tout le monde. Comme Lady Oscar. Candy. Mon ami Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires version chien. Ouais, Sherlock Holmes version chien. Chien aussi, oui. Toutes les versions chiens. Oui. Toi, Laurent? Non, j'ai jamais regardé. Mais moi non plus, j'en regardais pas beaucoup parce que j'avais pas le câble. Oui, c'est vrai. Fait que c'était comme quelque chose que je savais pas qu'il existait, en fait. Que j'ai appris plus tard, que je sais comment, ces affaires. Les gens regardaient ça. Ou. Ben, jamais vu ça. Tu lisais à la place et maintenant, t'as beaucoup trop de livres. Ben, c'est ça. Mais on peut pas tout avoir. Moi, je me souviens que j'écoutais le cartoon de Spider-Man à super écran. C'était bon aussi. Fait que c'était en français. Mais les X-Men, ils n'existaient pas en français ici. Fait que je pense que les seuls épisodes que j'avais vus avec les X-Men en français, c'était ceux de Spider-Man qui croisent les X-Men. Mais j'écoutais aussi le cartoon en anglais, mais je comprenais rien. J'étais trop jeune. T'as vu le crossover, par contre, c'est ce que tu disais? Ouais. Ça, c'était un moment épique, je me souviens. Les voice actors, en plus, c'était les mêmes. Le style visuel était très différent, mais ça... C'était pas mal cool. C'est une belle période, je trouve, pour les cartoons. Ouais. Puis d'ailleurs, plein de voice actors qui reviennent pour... c'est ça, j'ai halluciné. Il y en a beaucoup qui reviennent. Ouais. Mais je sais que celle qui fait Rogue est supposée être là. Qui est d'ailleurs une fille qui a fait de la politique canadienne. C'est une Canadienne? Ouais, une militante... canadienne, qui... En tout cas, j'avais checké ça l'autre fois, c'était intéressant. Puis... je pense, le gars qui fait Cyclops, je pense que c'est le même. Ouais. Pas Wolverine, à moins que le gars il est juste rendu plus vieux, fait que ça va changer, mais on verra. Ouais. C'est excitant tout ça. Voilà. Je vais finir aussi. Les figurines, c'est que en plus on fait avec les 50 ans de Wolverine. Il le fait pas. Non, il vieillit pas. Fait que là, Marvel Legends sort des paquets de 2 figurines, un Wolverine et un autre. On va avoir le Wolverine possédé par le Brood. Oui, l'espèce de bébite qui a l'air sorti tout droit d'Alien. Et jumelé avec Lilandra, l'espèce de reine des chiards, avec qui... Professeur X va avoir... Ils vont faire le sexy des time. Affaires. Il y a aussi un paquet avec Patch, c'est-à-dire Wolverine quand il s'en va à Madripoor, qui met son petit eye patch puis qui se la joue James Bond. Ça va être jumelé avec Joe Fixit, qui est le Hulk, mais version gris de Las Vegas. De Las Vegas, lui aussi. T'as-tu vu le mème par rapport à ça? Parce qu'il y a eu la bande-annonce Wolverine et Deadpool and Wolverine, pardon. Puis t'as de dos, t'as sa version Madripour. Ouais, c'est ça. Là, tu te retournes, puis c'est Jim Carrey qui ont mis comme à la place avec des gros cheveux, version... c'est fucking drôle, en tout cas. Non, j'ai pas vu. Il y a un Logan et Sabretooth. C'est juste Sabretooth, mais c'est le design est vraiment le fun. Et c'est un Logan avec le chapeau de cowboy là, et la chemise carottée. Un peu comme ce qu'on voit dans le preview du jeu vidéo. Ouais, de Wolverine, de Insomniac. Et il y a aussi un Wolverine un peu ninja avec Psylocke, mais qui est plus dans son look Lady Master. Non, c'était quoi déjà le nom? En tout cas, c'est une version evil, un peu ninja de Psylocke. Puis aussi, tu sais, vu je parle des X-Men, ils ont annoncé Marvel Legends qu'ils vont ressortir 2 figurines de Deadpool qui sont discontinuées, dont la figurine anniversaire rétro, en tout cas, whatever. Puis il y a un autre qui est vraiment drôle, c'est Deadpool avec un petit scooter puis un chien. Ah, dans son sac? Ouais. Un petit chien avec, je pense qu'il y a le masque de Deadpool aussi. Les éditions, tantôt tu parlais d'eux, c'est comme 2 par paquet, c'est ça? Ouais. Quelqu'un, il faisait dans le temps, là, c'était comme des gros emballages. Là. Ouais. Tu vas-tu les acheter? Pas toutes, mais sûrement. OK. Quelques-unes de prévues. Merci, Simon. Est-ce qu'on enchaîne avec notre ami Gauthier? Certainement. On va y aller avec ça. Stay a while and listen.
Il est apparu. La semaine dernière, j'ai fini d'écouter Succession. Oui. Est-ce que vous avez écouté Succession, les garçons? J'ai commencé le premier épisode, puis j'ai fait comme... C'est un peu déprimant. Faut pas... J'étais pas dans ce mood-là. Il me reste une saison à voir, mais j'ai bingé les 3 premières. J'ai écouté O. Oui, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est pas le coffret, justement, que t'avais à la Ça, c'était Yamaska. C'est Yamaska, c'est ça. Fait que c'est ça. Bref, moi, Excusez, c'est pas le même univers. Oh, puis Yamaska, Non. C'est le même multivers, peut-être? Peut-être le même univers consensuel? TVA-verse. Ouais. Mais c'est ça, pour ceux qui connaissent pas la série Succession, c'est une espèce de retelling de l'histoire de Rupert Murdoch mélangée avec plein d'autres histoires de famille américaine, des médias, qui est un peu oligarchique. Donc, on suit en fait la bataille des héritiers du patriarche de la famille qui contrôle l'empire. Voyons, j'ai un blanc. Roy. Comment ça s'appelle, non? Kent? Non. Non, ça c'est dans... La compagnie s'appelle... Ah, j'ai un blanc! Je peux pas t'aider, j'ai pas vu ça. Waystar Royco. Bon, ok. Voici. Good. Donc, c'est ça. Donc, c'est la bataille des enfants de l'empire Waystar Royco pour contrôler, finalement. C'est quoi l'industrie? C'est les médias. C'est vraiment comme Rupert Murdoch. C'est un espèce de conglomérat qui a des journaux, des studios de cinéma, des maisons d'édition, puis il mêle la politique à tout ça. Puis c'est vraiment une lutte de pouvoir, en fait, là, à la fois politique puis économique. Puis pas mal tous les personnages sont hyper désagréables. Bref. C'est spectaculaire comment tout le monde est une marde. Tout le monde est une marde. Et à chaque fois que tu penses que comme lui il est quand même moins pire, non. Ouais. C'est une marde. C'est une marde aussi. C'est fou. C'est vraiment de ce show-là. C'est ça, c'est vraiment difficile de dire pourquoi on aime ça. Il faut être un petit peu masochiste parce que en même temps, tu te dis bon, ben je prends. T'as toujours envie que quelqu'un te surprenne. Ou que genre, finalement, cette personne-là est pas si pire que ça. Puis au bout du compte, tout le monde est pas mal de marde. Mais il y a un genre d'humour qui se dégage de ça, ou comme sont tellement pathétiques que ça en est drôle. Puis de là, je pense, un des coproducteurs de cette série-là, c'est Will Ferrell. Oui. Puis il y a comme une espèce d'humour comme pince sans rire que comme j'ai comme catché à la longue pourquoi genre Will Ferrell était impliqué là-dedans, mais ça prend du temps genre avant de catcher que c'est pourquoi son nom est attaché au projet. Ça peut être drôle. Mais bref, il y a c'est super bien écrit, il y a plein de très 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 bons acteurs. Puis je vous parle de tout ça parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup Jeremy Strong comme acteur qui a joué dans j'ai des blancs aujourd'hui, là. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Molly's Game, c'est un des joueurs de poker dans Molly's Game. J'ai bien aimé ce film-là. Il joue dans The Big Short aussi. Mm-hmm. C'est comme il y a comme un casting de douche de Wall Street, là. Mais c'est quelqu'un avec quand même un gros champ de jeu, un gros spectre de jeu très large. C'est le mari d'Anna Tawai. Ouais. Tu vois? Jeremy Strong. Et Winning at Life. Ouais, ça va bien, ça va bien. Beaucoup de nominations, puis ça va bien en ce moment. Mais il a fait une interview pour JQ, il me semble, où, tu sais, sur YouTube, là, genre, je checkais ça, puis il conseille un documentaire / film qui s'appelle In of Itself. Puis je sais pas si vous connaissez, c'est un illusionniste, en fait, qui a fait... qui s'appelle Derek DelGaudio. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je connais pas bien d'illusionniste. Moi, je me souviens juste du dude qui incarnait le Mask Magician, puis quand il a enlevé son masque, ça a détruit sa carrière. C'est ce gars-là, je me souviens. Fait que, c'est ça. Jeremy Strong, il suggère dans cette interview-là, ce genre de film / documentaire, là, vraiment, là, de Derek DelGaudio, qui est comme une captation. C'est un show de magie. Okay? C'est une captation de son show de magie / illusionniste. Le gars, il fait beaucoup du sleight of hand, donc des tours avec des cartes. Mm-hmm. Et puis, tout le monde, avant le spectacle, doit prendre une carte qui le définit sur un gros mur, avant de rentrer dans la salle.
Fait qu'il est marqué I am, par exemple, a reflection. I am chiropractor. Tu sais, les gens comme prennent la carte. Puis c'est déjà trop de participation pour moi. Ouais, je suis déjà un peu fatigué. Puis sans révéler de punch, Derek DelGaudio va jouer avec ces choix-là que chacun fait avant le spectacle. Mais c'est vraiment un storyteller incroyable. Il nous raconte comme l'histoire de lui, pourquoi il est le pistolero. Puis ça part de ça. C'est un illusionniste et pistolero? Non, mais c'est ça. Lui, il se définit comme étant... je pense que c'est comme El Pistolero, puis c'est quelqu'un, en fait, quand il était en voyage en Espagne, qui a dit « Ah, toi, t'es ce gars-là, genre, puis je vais te raconter une histoire. » Fait que ça part avec comme une histoire comme ça. Puis, c'est ça, je veux pas trop vous en parler, mais en même temps, c'est un show de magie, OK? Mais ça va toucher... on a besoin de plus, d'être plus convaincu parce que c'est un show de magie. OK. Puis parce qu'il y a eu plein d'étages avant. Ouais, on a parlé avec Succession, puis là, je suis plus sûr. Là, c'est l'acteur qui parle d'un film. C'est ça. C'est Jerry. C'est parce que j'aurais jamais entendu parler de ce film-là. Sinon, c'était pas de Succession. Si t'avais pas écouté Succession. Si j'avais pas écouté Succession, puis si j'avais pas écouté l'interview de Jeremy Strong, qui recommande ce film-là. Qui sort avec Anne Hathaway. Okay. Bref, écoutez ça. Oui. Vous allez me remercier après. Ah. C'est vraiment, vraiment... Dans le sens qu'on va te congédier, genre? Vraiment bon. Pourquoi est-ce qu'on le congédierait? Ben, je sais pas. Le remercier. Le remercier. Ah oui, on te remercie. Fait qu'en gros, le show, c'est sur à quel point les gens nous donnent des étiquettes dans la vie et à quel point ces étiquettes-là vont nous définir dans la construction de notre identité. Si jamais vous êtes quelqu'un qui est intéressé par le storytelling, pour vrai, c'est vraiment un must à voir. Ça touche des cordes personnelles de tout le monde qui est dans la salle. C'est à peu près une salle de 150 personnes, puis il réussit vraiment à aller chercher le vécu de chaque personne dans la salle, puis à jouer avec ces cordes sensibles-là. C'est incroyable. Mais tu le trouves à cause de la carte qu'ils ont à cause de la carte. Par exemple, il va dire est-ce que The Reflection est dans la salle? La personne se lève, il va l'amener sur la scène, puis il va lui donner quelque chose. Puis les choses qu'il donne aux gens sont incroyablement significatives. Puis la morale, si tu veux, si vous voulez, du show, c'est que on est plus que, évidemment, l'étiquette que la société nous accorde, mais ça joue un gros rôle dans notre construction identitaire. Puis quand on vient détruire ça, cette construction-là, on a accès à l'humain, puis c'est là que le storytelling a la plus grande force. Donc, mais tu le trouves où, ce spécial-là? C'est sur Hulu. C'est qu'il n'est pas disponible au Canada. Sur Hulu, parce que Hulu, on n'a pas accès. Fait que piratez-le. Non, ben, il est peut-être sur Disney+. Il est peut-être sur Disney+, il est peut-être sur Crave, il est peut-être sur Amazon. Hulu, il y a beaucoup de parties qui finit sur Disney+. Ouais, mais moi, je l'ai piraté. Bon, OK. Je vous le conseille. C'est l'inflation, une bonne porte de sortie. Ouais, je comprends. Piratez-le. Bon, en tout cas. OK, merci Gauthier. Merci. On va y aller avec Laurent. Laurent, si t'étais Godzilla, est-ce que tu aurais une hache mythique ou un gant fait de métal comme dans la nouvelle bande-annonce du... Si j'étais Godzilla ou si j'étais King Kong? King Kong, pardon. Ouais, hein, c'est difficile. Parce que là, fais attention, c'est ce qui va te définir, c'est ça qu'on a appris avec Gauthier. Ouais, c'est ça. J'ai peur que ça soit trop signifiant. Et Le gant, sûrement. Le gant, pourquoi? Je sais pas, on dirait que c'est moins encombrant. Pourtant, tu l'as tout le temps dans la main. Oui, je sais, mais tu peux t'en servir pour des... Ouvrir des pots de cornichons. Mettons, je veux ouvrir un gigantesque pot de cornichons parce que je suis un gorille gigantesque. Oui. Là, j'ai une hache dans les mains, je suis comme, qu'est-ce que c'est encombrant? Ouais, je comprends. Puis ton gant, il reste là. Sans que tu n'aies pas besoin de le tenir, tandis que la hache... Faut que tu tiennes. C'est ça. Ouais. Fait que c'est comme plus naturel. Demandant. C'est ça. Ouais. Aussi, je pense qu'il y a peut-être de quoi que sûrement que je serais comme, hey, je suis un gros gorille géant, mais j'ai comme une main de Hellboy, c'est hot, genre. Ouais.
Ouais, c'est ça. Je comprends. Je vois d'où tu viens. Son gorille. Ben, je pense que les... Elba. C'est ça. Ben, toutes les singes, les grands singes trippent sur Mike Mignola. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai une nouvelle qui vient de Variety. Sur un film que j'aime beaucoup, qui a soudainement une suite après 40 ans, c'est Repo Man. Avez-vous vu Repo Man? Je pensais que t'allais dire Twisters, comme la semaine passée. Ben non, Twisters. Je suis content, mais là, c'est Repo Man. Simon, t'as vu Repo Man? Les gars, avez-vous vu? Je sais pas. Emilio Estevez. C'est jeune Emilio Fluo. Ouais. Non, Emilio Estevez qui se fait embaucher par Harry Dean Stanton. Que j'aimais beaucoup, paix à son âme, pour être un gars qui va pogner les chars à du monde qui ont des dettes. Okay. En gros, de même, ça a l'air dole, mais c'est un film qui a une vibe vraiment, vraiment punk fâché. OK. Mettons, là, genre les vibes de New York trash, là, des années 80, 90, là, genre, tu sais, mettons les Ninja Turtles, mais pas pour les jeunes. C'est c'est méchant. Genre Chud. Ouais. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, il y a comme un petit peu, c'est ça, c'est dirt, c'est punk, il y a de la science-fiction parce que tout le long, il y a une espèce de char qui a de quoi dans sa valise qui radie, qui fait fondre le monde, puis ça devient un peu weird. C'est vraiment un film le fun. De 84, donc de Alex Cox, qui est comme un réalisateur un peu punk. Là. C'est lui aussi qui avait fait Sid and Nancy puis Straight to Hell, là, des films que j'ai pas vus, mais que je sais qui ont une vibe de punk fâché aussi. Fait que ce film-là, donc 40 ans plus tard, parce que c'était en 84, ça va être Alex Cox qui revient à la barre de tout ça, puis ça va mettre en scène le personnage principal, Otto, qui était joué par Emilio Estevez dans le temps. OK. À la il fin, en fait des affaires, Alex A. Oui, il a fait pas mal des affaires, Alex. Un documentaire, des séries à succès, il joue dans la suite de Repo Man. C'est qui trouve le temps. C'est beau. Emilio, il partait à la fin du film dans la voiture de l'espace volante. Puis là, ça va se passer à la suite de son voyage à travers le temps et l'espace, jusqu'au bout du temps et de l'espace, qui, lui, ne l'aura fait vieillir que de 90 minutes. Bon. Si j'ai bien compris. Donc, CGI va être impliqué. Ben, ça sera pas Emilio qui va le jouer, c'est un gars qui s'appelle Kiowa Gordon, qui a joué dans des Twilight, mais qui est aussi un acteur autochtone qu'on a vu dans Blood Quantum plus récemment. Fait que, c'est bon ça, Blood Quantum. Ouais, c'était bon, mais pas autant que Repo Man. Fait que ça va s'appeler Repo Man, The Wages of Beer. J'ai bien hâte de voir. Ouais. OK. Puis je vous recommande à tous de voir le film original parce que c'est vraiment le fun. Ben, tu l'as bien vendu. Je suis comme curieux. Je suis comme triste, par contre, Emilio Estevez soit pas dans le deuxième. Ben, moi aussi, un peu, quand même. Mais il fait quoi, Emilio Estevez? Il a joué dans un film que je pense qu'il a réalisé aussi. C'était il y a à peu près 2 ans de ça. Ça se passe dans une librairie. Mais il est devenu un peu... Ouais, c'est qu'ils veulent... tu sais, les librairies sont souvent fréquentées par des gens en situation d'itinérance parce que c'est public. Puis c'est une place pour pouvoir se réchauffer. Ah, les bibliothèques, ça. Ouais, les bibliothèques, pardon. Ah, c'est comme le film Catastrophe de bibliothèque, là. C'est une espèce d'émeute. C'est un genre d'émeute. Puis là, lui, c'est un gars qui s'occupe... il s'occupe de je sais pas, là, d'une section là-dedans. Ah ouais. Puis là, il refuse de laisser les gens sortir à la sortie parce qu'ils vont geler. Ils vont mourir. Puis ça devient comme une espèce de truc qui est médiatisé. Mais il a joué là-dedans, mais depuis, je pense qu'il a viré un peu sur le top. Non, mais il a joué aussi dans l'espèce de reboot de Mighty Ducks. Ouais, ça allait être ma question. Il était là-dedans, je l'ai pas vu. Au moins la première saison, je sais pas pour le reste. C'est ça. Puis après, il l'a été plus. Je pense qu'il y a eu des propos spéciaux. Puis ça l'a des propos spéciaux. Ben, je pense qu'il est un peu il est de droite, là. Ouais, mais intense, là, tu sais. Ouais. Genre trompiste un peu, il est passé bord. Je pense que c'est le fait qu'ils l'ont tassé. Mais oui, il a joué dans... Ben, la famille Sheen, c'est pas facile. Hein? La quoi? La famille Sheen. Non. Fait que, tu sais, c'est pas le pire de la famille. Je voudrais pas être là à Noël, tu sais. Ah, ça doit être tough. Ça doit être tough. Comme aucune nourriture de Noël, juste comme des drogues dures. Un buffet de drogue dure. Wow. J'aime bien ça. Ça s'appelle The Public. The Public, oui, c'est ça. Le film catastrophe de bibliothèque. Ouais. C'était bien, c'est correct, c'est pas extraordinaire. J'ai bien aimé ça. Ouais. Merci Laurent. Moi j'ai une petite nouvelle concernant les Fantastic Four, puis c'est sorti, tout le monde l'a vu. Si vous suivez les Mystérieux Étonnants, vous êtes certainement au fait, mais je veux quand même en parler parce que ça fait partie de la culture populaire. Oui,
Disney a comme dévoilé la distribution de Fantastic Four, qui va être composé de Pedro Pascal, qui va jouer Mr. Fantastic et Reed Richards. On avait entendu des rumeurs là, qui avaient circulé il y a quelques temps de ça. Donc ça, c'est confirmé. Ce ne sera pas John Krasinski, qui a incarné le rôle brièvement dans The Multiverse of Madness. Tant mieux! Moi, je dis tant mieux. Toi, tu veux Pedro Pascal? Ben, je voulais pas... Pourquoi? Ouais. Je sais pas, je trouvais qu'il avait pas l'air de... OK. Ouais. Il y avait pas la vibe de pas imaginer Jim. C'est très même quand t'écoutes, c'est quoi sa série d'action, là? Jack Carter? Jack Ryan. Jack Ryan, je vois juste Jim. Carter, Je suis comme, Jim, pourquoi tu tues du monde pis t'es pas avec Pam? Je comprends pas. A Quiet Place aussi, c'est difficile de pas voir Jim en vacances. Il est bon, pardon. C'est ça, c'est comme Quiet Place, il est réalisateur, puis il y a un autre film qui s'en vient qui va sortir de lui prochainement. Mais là, ils font un 3e de Quiet Place en plus. C'est un prequel, mais lui, il est pas impliqué au niveau de la réalisation cette fois-ci. C'est vraiment juste... ça, c'est un prequel. C'est quelqu'un d'autre. Mais ça a l'air très, très, très bien. Donc, Vanessa Kirby qui va jouer Invisible Woman sous Storm. On a Ibon Moss Bakhsha, qui joue de Thing, Ben Grimm, et Joseph Quinn qui va jouer de Human Torch, Johnny Storm, qui est en fait l'acteur qui jouait le métalleux dans la dernière saison de Stranger Things, un personnage que les gens ont beaucoup aimé. Okay, on n'a pas de détails sur l'histoire, mais on a quand même beaucoup d'indices par rapport à l'affiche qu'ils ont dévoilée. Puis je veux remettre pas remettre au goût du jour, mais vous rappeler que Simon a fait une prédiction jadis avec Jake Dion concernant les Fantastic Four et ce qu'on voit justement en ce moment. Ça semble se passer dans les années 60. L'affiche et le logo ont un style très années 60. D'ailleurs, le magazine que The Thing, Brent Gim lit sur l'affiche, c'est un genre de pastiche du Life Magazine qui mettait en vedette le président Lyndon B. Johnson à l'époque, qui se passe en 83. Donc, c'est un numéro de 83, ce que je veux vous dire. Même Herbie, le petit robot, fait très robot de science-fiction des années 60. Ouais. Donc, c'est intéressant. C'est pas la première fois que Marvel Studios campe une série dans le passé. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai une théorie à l'effet qu'ils vont probablement les commencer peut-être dans le passé puis trouver une manière de les amener à notre époque dans le MCU d'aujourd'hui. Puis si c'est pas le cas, c'est correct aussi. Un vortex temporel. Exactement. C'est pas les Fantastic Four, ce sera pas leur premier vortex temporel ou interdimensionnel. Ça va être réalisé par un certain Matt Sackman qui a entre autres réalisé les épisodes de WandaVision. Donc c'est un habitué de Disney. Et la sortie est quand même un petit bout là. 25 juillet 2025. Donc, je suis content que la First Family est finalement du côté de Marvel Studios quand même son film, là. C'était le temps, là. C'est peut-être une affaire de ton aussi, là. C'est peut-être plus facile de mettre de faire les Fantastic Four dans ces années-là. Je pense que c'était ce que Simon avait dit dans le temps avec Jake, non? C'est pas ça que tu disais? À cause de la musique, pas de la musique, mais la science un peu plus wacky. Ouais, puis ça marcherait bien, puis ça expliquerait pourquoi, je sais pas, ils sont... On les a pas vus encore. Ouais. Ouais, puis ça fait que tu peux exploiter visuellement ça, ce qui a été fait un peu là, dans Marvel U, mais pas de temps. La musique aussi. Ouais. La musique, le style. Tu vois, ça fait comme pas de sens aussi de rendre ça comme dark et edgy comme les autres affaires de nos jours, mettons, pour les Fantastic Four. Pas nécessaire. C'est un truc qui ça a toujours été plus familial, plus dans l'émerveillement, mettons, puis la grande aventure classique. Plus. On veut des pattes d'éléphant puis des électroménagers de couleur. Oui, c'est ça. Oui. S'il vous plaît. Recouvert d'une fine couche de plomb qui rend tout le monde malade. Oui, tout te rend malade. Tout est toxique. Tout est toxique. Mais c'est pas grave. Parce que âge spatial. C'est ça. Progrès. Oui. Fait que un peu à la manière de la bande-annonce des X-Men, moi, c'est une des choses que j'ai vues qui m'a fait sourire. Je suis comme content que... Je pense que l'effet d'essoufflement que les gens parlent depuis un certain temps va peut-être un peu être pallié par ces genres de productions-là et les X-Men qui éventuellement vont faire leur saut aussi au cinéma. Je pense que ça va un peu ravigorer la franchise ou plutôt l'univers qui est un peu essoufflé en ce moment. Monsieur Simon. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon dossier sur Dr. Zero ou de la bande dessinée Superman : Lost? Moi, je sais pas c'est quoi Dr. Zero, mais le nom m'intrigue beaucoup. Ouais, j'allais dire la même chose. OK. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'épisode du spécial Temps des Fêtes qu'on a fait, j'ai fait un dossier sur les meilleurs films de les Vanity Project, les Ghostploitation, les cinéma de commettants. Et voilà. De commettants, oui, j'ai oublié. Puis là-dedans, il y avait le film Combat Mortal
Total Destruction, Director's Cut de Dr. Zillow. Puis c'est celui-là que je trouvais que, tu sais, techniquement, ça avait pas de bon sens parce qu'il y avait des tracks de son, une par-dessus l'autre. Pis... Oui, t'avais montré un extrait. C'est celui qui... C'est un film de karaté, ça se peut-tu? Oui. Un film d'arts martiaux. Et c'est ça, c'est que Dr. Zillow, c'est c'est un médecin dans la vraie vie, là. Un médecin qui est aussi un prof de Kung-Fu. Il enseigne l'art martial de Bruce Lee. Puis son propos, c'est de vouloir mettre à l'avant les enseignements de Bruce Lee. Puis ça, il y avait ça un peu dans l'autre film. Mais là, l'affaire, c'est que ce gars-là, ses films sont introuvables parce la plupart sont pas sur IMDb. Oui, s'ils sont là, ils sont... L'affiche n'est pas complète. Ouais, ça, il manque des affaires. C'est Z espace Low. Z-E-E espace L-O. Ou des fois juste Dr. Z ou des fois juste Dr. Z. OK, il y a plusieurs... non. Puis là, dans ma quête de vouloir voir ces autres films, je fais de la recherche, puis là, c'était pas disponible nulle part, c'était pas sur Tubi, c'était pas... J'ai décidé d'aller sur eBay, comme ça, puis là, j'ai fait « Ah, OK, il y a un de ces films en DVD. » Puis il y a un autre de ces films. Fait que là, j'ai décidé d'acheter ces films en DVD. Fait qu'ils ont eu une petite distribution. Ouais, une petite. Je les ai achetés à différents comptes. Donc, c'est pas lui qui les vend. C'est pas comme Neil Breen là, qui vend des copies de ses films. Non, puis au moins, il y a une pochette. Ouais, c'est ça. Puis il y a un menu, puis ça coûte pas 35$. Là. Fait que c'est ça que tu as payé pour Dr. Zillow? J'ai payé un petit peu moins que 35$ pour les films que je vais vous parler. En fait, j'en ai 4. Et là, je vais vous parler en premier de Chasing the Dragon, qui est fait en 2004. Et là, l'affaire, le cinéma de commetteur, c'est souvent on se met en avant, puis on parle de nous. Ouais. Là, c'est vraiment l'exemple... poussé à l'extrême de tout ça, je dirais. Ça file beaucoup comme un infopub, son cinéma. Tu commences le film, il y a des pubs avant le film. Et il y a une pub pour un de ses autres acteurs qui donne des cours de Kung Fu. Il y a une pub pour sa clinique. Il y a une pub pour son dojo. Puis après, on commence le film. Tu sais, quand t'es un médecin qui a en plus un dojo. Ouais. Puis même avant que le film commence, il y a lui qui vient nous présenter son film. Wow. Puis là, il dit « Ah, bienvenue, voici un des films dans la trilogie de... » Puis là, il nomme les 3 films que... En fait, j'essaie de me retrouver, là. Le premier film qu'il a fait, c'est Martial Medicine. OK, fait que là, on voit ces 2 spécialités. Exact. Puis moi, c'est le 2e que j'ai vu de lui. Fait que j'ai vu Combat Mortal qu'il a fait plus tard. Et là, j'ai vu Martial Medicine. Puis j'étais comme, OK, c'est correct, mais c'est cheap, c'est autoproduit, mais l'autre était plus drôle. Puis là, celui que j'ai regardé, Chasing the Dragon, est dans cette trilogie-là. Fait que le 3e. C'est le 2e, il est entre les 2. OK. Mais là, l'affaire, c'est que dans ce film-là, il joue son propre rôle. Puis c'est l'histoire de lui qui fait le premier film, Martial Medicine. Sacrément. Est-ce qu'on peut dire que c'est méta ou juste pas bon? Ou pathétique, oui. C'est peut-être les deux. Méta pas bon. Puis je trouve qu'avec ça, il a trouvé le moyen de vivre éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, s'il fait un film sur le fait qu'il a fait un film, il peut faire dans un cette film. Fiction-là, il fait un film sur lui. Ouais. Puis ça finira jamais. Tu sais, même le contexte métatextuel de Scream n'est pas allé jusque-là. C'est comme Ricardo Troggi, en fait. Ah! Un peu, parce que là, il est en train de faire un 4e film sur quand il commence à faire des films. Une monnaie, il va se rendre à quand il tourne 1981. Ah ouais, puis là, la Terre va imploser. Ouais, I guess. Là. C'est pas mal la même chose.
Ouais. Même affaire. Puis, fait que c'est ça. L'histoire, c'est lui qui est un médecin qui soigne des gens qui travaillent à Hollywood, donc qui ont des... Hollywood, il est à San Francisco. Fait que, mettons, c'est une ride. Mais là, tu sais, il y a 2 d'autres qui sortent de son bureau, puis ils disent « Ah ouais, merci de nous avoir soigné le bras. Maintenant, on va aller faire un combat avec Steven Seagal. » C'est comme... Ouais, name drop. Ouais, name drop. Puis là, après, lui, il s'en va à la tombe de Bruce Lee. Puis là, il dit qu'il veut faire un film pour rendre hommage à Bruce Lee, mais en même temps pour aussi montrer... en fait, c'est que son propos, c'est tout le temps qu'il n'est pas une copie de Bruce Lee, mais dans ses films, il arrête pas de parler de Bruce Lee. Puis aussi, à côté de la tombe de Bruce Lee, il y a la tombe de Brandon Lee. Puis là, il parle à la tombe de Brandon Lee, puis il a dit « Hi, Brother B ». Fait que là, tu comprends qu'il l'a connu, tu sais. Puis là, il dit « Tu te souviens-tu quand on était sur le plateau de tournage de Little... non, c'était quoi? The Crow? Non, Little Showdown... Non, Showdown in Little Tokyo. Puis qu'il y avait tel acteur aussi qui était là. Tu sais, c'est comme... Il veut juste plugger le fait qu'il était là. Puis là, pendant tout le film, il y a des gens qui disent « Pourquoi tu fais ce film-là? Ça sert à rien. Puis Bruce Lee, il faut passer à autre chose. » Puis là, lui, il est comme « Non, je vais faire mon film. » Et en même temps, il tombe en amour avec une actrice qui, dans le film, est une, tu sais, connue. Là. C'est Anne Hathaway, là, mettons. Okay. Mais là, je t'ai même texté pour savoir si je pouvais. Disons qu'il aurait pu caster quelqu'un de mieux parce que clairement, on dirait qu'il l'a pris sur Sainte-Cat à 4h du matin. Ouais. Fait que ça me mettait mal à l'aise un peu. Puis aussi, il arrête pas de chialer contre la matrice. Puis de dire que maintenant il y a des effets spéciaux, puis moi je veux faire un film. Il y a un propos. Il y a des vraies cascades, pas d'effets spéciaux. C'est qui doit être lourd, ce gars-là. Puis à un moment donné dans le film, il est rendu à faire son premier film. Fait qu'est-ce qu'il a pas mis dans son film? Des images behind the scenes de son premier film. Fait que tu sais, il a pas retourné des scènes, là. Il a repris le footage. Il a repris. Puis même à la fin, quand il voit la première de son film, ben c'est clairement des scènes de la première de son film. Oh my God. C'était magnifique. Puis c'est ça, c'est qu'il y a aussi un enjeu fictif là-dedans, qui est une genre de mafia de dojo qui vient l'attaquer, genre, pour lui dire, tu sais, arrête d'enseigner... les arts martiaux. Les arts martiaux de Bruce Lee. Ouais. Parce que Bruce Lee a lui-même eu ce problème-là de son vivant, mais c'est réglé depuis. Ouais, mais lui, il le reprend parce qu'il s'immisce dans l'héritage de Bruce Lee. Puis ce film-là, ben, à la fin, j'étais comme un peu mind-blown par tout le méta, puis le fait que je suis vraiment en train de regarder dans l'esprit de quelqu'un qui se pense très bon, puis qui veut se mettre en valeur, puis qu'il nous montre tout qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Fait que j'étais comme content. Il est pas meilleur que Combat Mortal, parce que Combat Mortal, il y avait de la fiction, même s'il jouait un acteur, mais il y avait d'autres choses, puis aussi le fait que le film, techniquement, il est vraiment tout croche, ça rajoutait quelque chose. Lui, il est trouvable sur YouTube, vous pouvez le trouver. Puis là... c'est épuisant. Fait que Chasing the Dragon, il y a zéro lien avec l'opium. Aucun. L'héroïne. Ben non, mais c'est comme Dragon, Bruce Lee, c'est ça, c'est Enter the Dragon. Puis tout, fait que là, c'est Chasing Bruce Lee. C'est fucked up parce que ce qui me surprend du personnage, parce que clairement, ce gars-là, c'est un personnage dans la vie. Sûrement que à un souper ou un party, il faut que tout le monde l'écoute parler, puis il est gossant. Il y a l'intelligence de comprendre, de mettre de l'avant quelque chose à un deuxième niveau. C'est méta. Ouais, des fois, ouais. Mais il n'y a pas la clarté de se rendre compte à quel point c'est son ego qui est en jeu, puis c'est son ego qui met de l'avant. Ouais. C'est fascinant. Ça, c'est du monde, ce qu'on appelle un bris de l'ego, un bris narcissique. Là.
c'est ça, c'est ce dude-là, mais c'est aïe, c'est intense. Puis là, après, un autre de ces films que j'ai reçu, le titre, c'est The Blood of Angels and Demons. Là, je le mets. Il n'y a pas de pub, mais il y a le même intro que dans l'autre. Mm-hmm. Puis là, ça m'écrit Chasing the Dragon 2. Oh. The Blood of Angels and Demons. Fait que c'est la suite. Fait que là, ça commence. Ça fait tu le savais pas. Genre, mais non, je le savais pas. Parce qu'en arrière, ça dit il joue un acteur, blablabla, qui fait des arts martiaux. Tu sais, il y a comme pas tant d'explications. Il n'y a pas d'indice. Puis là, c'est ça, il rejoue le même personnage et c'est vraiment la suite. Là, on le voit, il est à la première de son film. Puis c'est des scènes vraiment de la première, mais il a mis des scènes aussi avec des acteurs parce que là, il y a des jeunes qui se moquent de lui un peu parce que ses films ont l'air cheap. C'est chose qu'il a dû vivre dans la vraie vie. Ben oui, c'est sûr. J'imagine. Parce que c'est ça. J'espère. Fait que, ouais, il y a ça. Puis là, on suit encore comme lui qui essaie de percer parce qu'il a fait un film. Puis là, il nous montre des vrais articles qu'il y a eu sur lui dans des revues. Puis il s'en va à la télé se faire interviewer par une journaliste. Je sais pas si le footage vient vraiment d'une émission de télé, mais dans le DVD de l'autre, de Chasing of the Dragon, dans les bonus features, il y a lui qui interviewe un autre gars. Puis c'est dans le même décor. Puis c'est dans une télé publique. Une télé locale. Communautaire. C'est ça. Puis là, il tombe en amour avec la journaliste qui l'interviewe. Puis à travers le film, il nous dit qu'il fait Chasing the Dragon 1. Mm-hmm. Puis qui fait Total Combat Mortal aussi. Qui est comme son troisième. Tabarnak. Mais on le voit pas le tourner. Il fait juste dire comme il y a ce film-là, il y a la première de ce film-là, tu viens-tu, blablabla. Mais aussi, c'est pourquoi le titre The Blood of Angels and Demons, c'est que il y a des cauchemars où Bruce Lee l'attaque avec des goons. Parce que il y a comme c'est comme s'il doutait de lui-même et de comment rendre les enseignements de Bruce Lee au cinéma. En tout cas, c'est... Oh my God. Il était moins bon, Bruce Lee? Un gars de dos. Of course. Avec une paix. Je le vois tellement. Ouais, puis ce film-là, il filait encore plus comme une infopub parce qu'il y a beaucoup trop de scènes de lui qui donne des cours dans son dojo. C'est comme si tu avais fait une vidéo cassette pour... De cours. Ouais, de cours, mais que, ouais, c'est ça. T'as des petites scènes d'acting entre. Fait que... C'était l'air d'un bon professeur, au moins? Ah, c'est vrai, faut que je parle de ça. Dans le Chasing the Dragon, à un moment donné, il reçoit... En fait, il donne des cours, puis à la fin de ses cours, il y a des élèves qui viennent le voir, puis ils disent « On est tanné de tes cours, t'es abusif physiquement et verbalement. » Clairement qu'il s'est inspiré de ce qui est arrivé. C'est sûr, là. C'est sûr, c'est quelque chose que quelqu'un lui a dit. C'est sûr. Puis là, lui, il est comme « Ouais, mais vous allez jouer dans mon film. » Puis là, c'est comme « Ah, t'es poche, blablabla. » Puis il s'en va. Fait que c'est comme... Il règle ses comptes. C'est du cinéma vérité. Ah oui, c'est la ligne entre la fiction et le réel. C'est mince. C'est ça, tu dis que c'est un égo, mais en même temps, il y a comme pas de colonne. Il n'y a pas de filtre, en fait. C'est que son égo, ses traits narcissiques sont tellement exacerbés que son filtre en est affecté. Son jugement est affecté. Fait qu'il se rend pas compte que le monde, ils disent qu'il y a de la merde. Il s'en rend compte, mais pour lui, de le mettre de l'avant, c'est comme un peu reprendre... Il les fait mentir. Prendre le contrôle. Prendre le contrôle, peut-être. Et expliquer son point de vue. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce qu'il réussit à convaincre les gens qui l'aiment pas que, tu sais, finalement, ton film est pas si pire, tu sais. Mais si ça doit être un gars que, comme quand tu le rencontres, il doit être comme vraiment enthousiaste de ce qu'il fait. Oui. Peut-être qu'il a réussi à embarquer les gens dans ses affaires. Ouais, puis il fait la morale aussi sur bien des affaires. Oh boy, intéressant. Fait que Dr. Zilo, vous entendrez pas ça souvent? Non. C'est pas sur Disney+. Pas grand monde qui va en parler, mais voici. Bravo, gang. On a passé au travers. Ouais. On a fait combien au total?
Je pense qu'il y en a 14. Oh, shit! Mais je pensais que t'allais dire 4. Mais c'est pas clair, parce que je pense qu'il y en a dans la liste que c'est comme juste le même film refait, remonté. Comme, tu sais, dans les 14, il y a 2 fois Combat Mortal. Là, j'ai commandé Combat Mortal, le DVD, pour voir si c'est la même version qu'il y a sur YouTube ou c'est le premier montage qui n'aurait pas les défauts technique. Fait que là, moi, je pense que tu viens juste de commencer à rentrer dans un univers plus large. Ouais, tu vas démêler les choses puis faire des liens au fur et à mesure. Ouais. Qu'on te perd pour les prochains 6 mois. Là. Ah, ça se peut. Tu vas être comme le gars dans... je vais écrire un essai. Ouais, c'est ça, un essai. Tu vas sortir un truc, une analyse de 2 heures sur YouTube. Ça serait malade. Ces films-là, ils étaient de quelle époque, à peu près? 2004-2005. C'est ça, c'est même pas des trucs des années 80-90 au pic du self-made VHS Kung Fu Movie. Puis tu vois, je me suis trompé parce que Marshall Medicine Man, c'est pas son premier film. Il y en a un autre avant qui daterait de 93, que j'ai le DVD, qui s'appelle The Deadly Curse. Et tout ce que je sais, c'est que sur la pochette, c'est marqué Widescreen Animation. Puis là, en arrière, c'est Animation. Puis là, tu checkes les images et le trailer, qui est disponible sur YouTube, et c'est juste un filtre par-dessus les scènes. Un filtre, qu'est-ce que tu veux dire? Filtre, genre un filtre Photoshop que ton père aurait mis sur une pochette de disque. Genre sketch, mettons. Ouais. Puis c'est comme, OK. Est-ce que c'est parce qu'il a mis ça puis il a pas été capable de l'enlever? Fait que là, il dit, c'est un film d'animation ou pas, je ne sais pas. Attends, mais celui-là, il a pas l'air, si je me fie à Letterboxd, il est réalisé par quelqu'un d'autre. Ah, OK, bon. C'est peut-être pour ça. Mais je pense que c'est lui qui l'écrit puis il joue dedans. Oui, de toute évidence. Ah, ben merci Simon. Je suis pas sorti de là encore, mais je vais peut-être checker d'autres choses. Oui, il faut que tu alternes un peu. Distiller quand même. Ouais. Bon, on va continuer avec Gauthier. Oui, quand même grosse nouvelle cette semaine pour les amateurs de action RPG à la Diablo. C'est la sortie officielle de The Last Epoch. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un nom de rapper. The Last Epoch. Le dernier Époque, ouais. Le roi Époque. Ouais, le roi Époque. Est-ce que son médaillon touche à son... À son... Pip-poup. Non, en fait, c'est The Last Epoch. Donc, la dernière époque. C'est un jeu, c'est ça, action RPG. Là. C'est sensiblement la même mécanique que Diablo. C'est une équipe de fans de RPG qui avait commencé à travailler sur ce jeu-là parce qu'il y avait envie de créer quelque chose qui était pour succéder justement à Diablo, puis il y avait envie de créer un jeu qui était un peu plus compétitif, un peu plus complexe que la mécanique de base de Diablo. Donc ça a été lancé en bêta en 2019. Donc ça fait comme... ça fait presque 5 ans que les gens peuvent jouer, en fait, en accès anticipé via Steam. Mais là, c'est vraiment ce mercredi que la version 1.0 va sortir sur Steam à 35$. 5 classes, avec chaque classe a 3 spécialisations. Il y a à peu près 120 skills. Donc, si vous voulez un jeu qui est à mi-chemin entre Diablo et puis Path of Exile, qui est comme la version sur le crack de tout le monde qui trippe sur les RPG, mais que j'ai pas du tout le temps d'apprendre parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités de build. Je vous conseille The Last Epoch. C'est vraiment la même... Si vous êtes des amateurs de Diablo, si vous n'avez pas vraiment le temps de jouer à Path of Exile, essayez The Last Epoch. C'est pas super cher. C'est quand même très satisfaisant. C'est médiéval fantastique, right? Ouais, hyper fantastique, là. C'est-à-dire, The Last Epoch, ça tire son nom de... on joue sur une map qui peut être... dont il y a plusieurs époques, en fait. Donc, il y a des versions différentes de la même map qui peuvent être activées au fil du jeu. Ah, c'est cool. Mais c'est ça, c'est très, très... je pense que j'irais même pas jusqu'à dire médiéval. C'est comme juste du high fantasy complètement... il n'y a pas de base dans la réalité. Là. Mais c'est ça, c'est très fantasy. Moi, j'ai eu bien du plaisir à jouer à la bêta gratuite. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la version 1.0 va avoir l'air. Mais le endgame a l'air vraiment le fun.
Il y a déjà un ladder qui est en construction, donc possibilité d'avoir des rankings, contrairement... Ben là, je pense que la prochaine saison de Diablo 4, si je ne m'abuse, ça va être la saison du premier ranking. The Last Epoch a vraiment l'air plus construit pour avoir un ladder. Là. Donc, je trouve ça excitant, je vais jouer. Tu vas l'acheter finalement, tu vas pas jouer à la bêta. Ben, la bêta, j'ai déjà joué. Non, mais c'est ça, mais tu vas pas jouer à la bêta, tu vas acheter le jeu. Ouais, je pense que je vais l'acheter. Là. Bon. Ben ouais, question de tester. Parce que t'as abandonné finalement Diablo 4. On n'abandonne jamais Diablo 4, Benoît. Je suis désolé. On fait juste une petite pause de santé mentale. Comme pour Dr. Zillow. Comme pour Dr. Zillow, c'est ça. Mais j'ai pas joué à la dernière saison, là, mais je vais avec les vampires? Non, j'ai joué à la saison avec les vampires, là, je me rappelle plus. Il paraît que la voix de Sarah Michelle Gellar était dedans. Ah, oui. Ouais. Parce que c'est elle qui a fait Buffy. Pour le trailer, peut-être? Peut-être pour le trailer, oui. Mais là, non, je pense que c'est... Non, c'est une nouvelle saison, là. C'est plus la saison des vampires. OK. Ouais. Merci, Gauthier. Bon, Mon prénom, c'est Gauthier. Ah, c'est ton prénom? C'est ton prénom. Oui, pas de H. Pas de H. Voyons donc, toi. En Europe, ils t'ont eu bien, par exemple. Ils t'ont bien écrit ton nom. Oui, ben oui, ils sont habitués. Ils sont habitués, il y en a plusieurs. C'est un vieux nom européen, c'est ça? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Ouais, je pense exact. C'est un nom médiéval fantastique. C'est un nom médiéval fantastique. Aucune base dans la réalité. Ouais, c'est... Tantôt, quand t'as dit ça, j'ai compris aucune base dans la réalité. Oui, on sait ce qu'on veut. Hein. C'est plus cosmique, là, tu sais, c'est du high fantasy. Tu sais, t'es comme, oui, il y a une épée, mais c'est pas vraiment médiéval. C'est juste des éclairs, puis tu sais, c'est pas médiéval, ça. Non. Ça fait comme Star Wars. Il y a une épée pas médiévale. Exact. Ouais. On enchaîne. Vas-y donc, Laurent. J'ai pas des grosses nouvelles cette semaine, mais par contre, j'ai vu un article du NME dont le titre était Paul Mescal confirms that he fights with baboons in Gladiator 2. Quoi? J'ai rien compris. Paul Mescal, l'acteur, a confirmé qu'il se bat avec des babouins dans Gladiator 2. Ça te parle, ça? Ben, ça m'a beaucoup intrigué. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles plus que ça, autre que, bon, Paul Mescal va jouer dans Gladiator 2, qui est réalisé toujours par Ridley Scott. Vous, est-ce que vous attendiez ça, Gladiator 2? Moi, je comprends pas. Il est pas mort dans le 1 ou c'est... Oui, mais c'est pas... Je pense pas que c'est lui. Je pense que c'est juste un autre Gladiator. Non, il me disait qu'il allait revenir. Ah ouais? Peut-être un autre personnage là, qui va incarner, mais il est rendu beaucoup plus vieux, c'est pour ça. Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe, il est pas mort. Non, Russell Crowe est encore le personnage est pas... Écoute, le personnage est mort, mais il est dans son petit chemin là, vers la maison. Il est en train de flatter du blé. Il flatte du blé. Il est peut-être encore là. Pour répondre à ta question, j'attendais pas ça. Non, hein? J'ai aucun souvenir. Je sais que je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas du tout. Est-ce que dans la Rome antique, c'était coutume de se battre contre des babouins? Ben, peut-être quand t'étais un... Tu sais, il y a ça dans les... Écoute, moi, la Rome antique, mes connaissances viennent de Astérix. On est d'accord, là? 95% de mes connaissances de Rome antique viennent de Astérix, puis un petit peu de cours d'histoire de secondaire 3. Astérix, c'est genre de la Rome fantastique? Romantique fantastique? Il y a un élément de fantastique, mais c'est quand même basé dans le réel. Genre, ils ont les épées puis les glaives. Il y a du slapstick, mais il y a de la potion magique. Ouais. Salut, Jules! Ouais. Mais c'est réalisme magique? Non, je pense pas. C'est pas médiéval, par contre. C'est plus antiquité. Non, c'est pas médiéval. Donc, antiquité fantastique. Mais donc, dans Astérix, les gladiateurs, des fois, ils se battent contre des animaux sauvages. Oui. C'est vrai qu'il y a des lions, des fois. Il y a des lions, il y a des tigres. Normalement, des ours, à la limite. Ouais, mais peut-être qu'il se bat genre dans un arène, là, tu sais, comme non, dans le Colisée. C'est clairement dans un arène. Oui, c'est ça, probablement. Mais je suis en train de me poser la question si dans la vraie vie, c'est déjà arrivé. Ben oui. Sûrement qui ont donné des babouins. Ben oui, il y a plein d'affaires fucked up là, dans les jeux. Là, parce qu'il n'y a rien pour moi, il n'y a rien de plus de terrifiant que des grands singes qui sont en tabarnak. Là. Ouais. Toi, t'aimes ça, les gens qui ont des chimpanzés chez eux? Là. Non. Ça te rend fou. Non, les gens ça fait capoter. Non, peux-tu arrêter? J'essaie de pas y penser. Malgré que mon babouin mangerait la souris parce qu'il défoncerait un mur avec ses grosses pattes. Mais fait que c'est ça. Ceci sent bien. J'ai même pas de date. Je savais même pas que Paul Mescal, qui est un acteur que, si j'ai bien compris, il va pas vraiment faire
de film d'action. Okay. Je l'ai vu récemment dans All of Us Strangers, qui était vraiment très bon, qui est encore à l'affiche. Puis il jouait genre dans After Sun, puis Lost Daughter. Il fait comme des drames d'auteur, mettons. Il a besoin d'argent. Je sais pas, non, il y avait une histoire. Il y a des offres. Ouais, il y avait une histoire que Ridley Scott, il l'a vu dans une série dans laquelle il jouait, puis que... Tu t'es dit, hey, ce gars-là, il faut qu'il combatte des babouins. Je pense qu'il est bon. Fait que c'est ça. Puis là, I guess que genre, tu te fais offrir Gladiator 2, t'es comme... OK. Ouais, il faut qu'il upgrade son baboon fighting. C'est sûr que ça te prend des nouveaux skills. C'est ça, exact. Tu peux rajouter ça dans ton CV, ça a l'air badass. Tu le soulignes rendu là. Ouais, je pense que oui. Tu le mets dans toutes les versions de ton CV, même que les jobs qui tu le mets, tu sais, comme quand tu listes tes affaires, tu le mets une police de caractère un peu plus gros que les autres, genre. Ouais. Baboon fighting. Baboon fighting. Là, tu parlais d'un ours. Ouais. Ça m'a rappelé une petite nouvelle. Que, vous savez, le film Cocaine Bear a donné naissance à plein de sous Cocaine Bear. Et là, j'ai vu Met Crocodile. Que ça existait ou ça s'en venait. C'est la pire des c'est la pire des époques dans lesquelles on vit. Met Crocodile. Je savais pas qu'il y avait eu tout un... Je suis comme excité par ce que tu me dis là. Il me semble que contrairement à la cocaïne, je connais pas assez les drogues, mais la meth, t'es pas si proactif que ça quand t'es dessus, non? Oui. Oui? Tu peux... Tu peux l'être. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est un jeu de mots avec le sous-produit de la meth qui était surnommé ça l'aide ma question. Probablement. C'est-tu ça qui faisait que le monde mangeait des gens? Mais c'est arrivé une fois. Non, mais cette fois-là, en plus, ça a été démenti. Le gars, il était en psychose, il avait juste fumé du pot. Fait que ça avait même pas rapport avec le crocodile. Attends, il a fumé du pot puis il a mangé quelqu'un. Il a mangé à la face de quelqu'un. Mais ça, il était en psychose. Il était en psychose. Mais il y a eu du monde qui ont fait des crimes sur le crocodile là, en Floride, mais ce cas-là en particulier qui a marqué l'imaginaire. Et lui, c'était les bat salts. Les bat salts. On disait, que c'était les bat salts. Ouais, moi, j'étais comme, ça y est, je vais m'acheter une crowbar. C'est ça, c'est quand tu lis le Zombie Survival Guide de Max Brooks, c'est comme c'est la meilleure arme que tu... Moi, j'ai mon bat de baseball. Ouais, mais ça casse, tu sais. Non, il est en métal, regarde, il est là. C'est bon. T'es prêt à bâcher des têtes. Ça résonne beaucoup un bat de baseball. Je pense que c'est mieux que la crowbar. La crowbar, ça résonne tout autant. Moins. Parce que ça, c'est en aluminium, tu sais, pour pouvoir le soigner. Fait que puis il est probablement vide, ton bat. Ça se peut, il y a plus de torque. Je me suis trompé de titre, en fait. Le titre, c'est Met Gator. Met Gator. Mais j'aime... Les deux versions sont bonnes. Mais là, moi, j'ai hâte au mash-up, quand même. C'est ça qu'ils font une monnaie là. T'as comme Giant Shark puis un méga octopus. Non, c'est sûr que ça va arriver. Contre l'autre, là. Ouais, c'est sûr. Mais il y a tout un sous-genre là, d'animaux ça coke là. Ouais, il me semble que j'en ai vu d'autres là. Puis, c'est ça. Ouais. C'est comme le sous-genre Amityville. Oui, ça, il y en a. Il n'y a pas d'orgueil là, sur ce qu'ils font. Là. Il y a Karen Amityville. Oui, il y a Karen Amityville. Il y a Amityville in Space. Ouais. Puis, quelle époque formidable. C'est débile. Genre. C'est Mais moi, j'ai bien hâte de voir Steamboat Mickey ça coke. Parce que ça, techniquement, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils l'ont fait avec Winnie the Pooh. C'est une occasion manquée. Il était pas super bon, le film, malheureusement. Ah ouais, t'as osé le regarder? J'ai regardé, on l'a regardé sur Discord. Ouais. C'était pas... t'as quand même l'air... Moi, ça avait l'air vraiment horrible. T'as l'air juste... C'est poche. C'est pas poche, c'est juste... C'est une passe de cash, puis ça file comme une passe de cash, là, malheureusement. Je pense que l'intro est le fun, parce que c'est quoi le personnage principal qui est tout le temps avec les personnages dans... Christopher. Christopher est là au début, puis ça, c'est drôle, parce qu'il essaie de retrouver ses animaux qu'il a abandonnés dans son enfance, puis là, ils sont pisse. Je pense qu'il y a une affaire que quand il y a des affaires qui tombent dans le domaine public, il y a une espèce de course à être le premier à en profiter. Ouais. Puis faire une version horrifique ou une version wacky. Être le premier. Là, il y a John Oliver qui se promène parce que sa série a commencé, sa nouvelle saison a commencé, je pense que c'est hier. Puis dans son dernier épisode de la saison d'avant, il avait amené Steamboat Mickey. Puis là, il était en entrevue à Letterman, Colbert la semaine passée, puis il a amené la mascotte de Steamboat Mickey. Il est en train de tapocher l'ours ou la souris de Disney. En parlant d'animaux, John Oliver a fait gagner le Pooh Teki Teki.
C'est quoi ça? À la compétition d'oiseaux de la décennie en Nouvelle-Zélande. Donc, à chaque année en Nouvelle-Zélande. C'est quoi un pou tiki-tiki? C'est genre un oiseau vraiment awesome. Là. Genre, il en reste juste comme 1000 en Nouvelle-Zélande. Puis ils ont comme une danse pour faire de la sexualidad qui est vraiment comme super complexe, où ils se jumpent chacun sur le ventre. Ils se font comme un chest bump avec des algues dans la gueule. Puis là, ils ont l'air vraiment perdus en même temps. Ils regardent à gauche puis à droite en même temps. Fait que là, il y a une compétition en Nouvelle-Zélande pour élire l'oiseau de la décennie. Puis là, John, il s'est dit « Ah, si je peux m'inscrire, c'est pas juste pour les citoyens néo-zélandais. » Fait qu'il a acheté de la pub partout dans le monde pour que les gens votent pour le pou teki-teki. Puis il a gagné genre avec comme 290 000 votes de plus que tout le monde. Fait que c'est ça. Faut que j'aille voir ça. Les gars, je pense que c'est l'épisode le plus l'ensemble de la culture populaire qu'on a jamais fait. Si jamais vous voulez, on va faire dans l'annonce là, sur Facebook qu'il faut écouter cet épisode sur la puff. Oui, peut-être. Ben, pour ceux qui l'en font. C'est pas obligé. Oui, c'est pas obligé, mais... J'ai écouté Dr. Zilo avec la puff. Ouais, c'est ça. Vous vous en rendez compte. Recommandation du médecin, je pense. Ouais. En fait, toi, quand tu m'as écrit, comme t'avais tellement d'enthousiasme dans ton écriture, j'étais comme... Je me suis dit, il est gelé. Moi, bon, ben, je vais parler d'un... On revient au comique. Hein? Une chance, t'es là. Ah, je suis là. Je vais parler même de Archie Comics. Oh yeah! Ouais, on parle pas souvent d'eux autres. Archie qui essaie de se réinventer depuis plusieurs années. Là. Ils font des séries dérivées, ils font des séries dans lesquelles on va un peu déconstruire leurs personnages. Un des meilleurs exemples qu'on peut avoir, c'est Afterlife with Archie, qui est sorti quand même en 2013, donc ça fait 11 ans de ça. Oui, je sais. Quand j'ai vu 2013, j'ai fait « Oh shit, ça fait 11 ans. » Et récemment, là. Non. Puis il y a eu 2 trades, puis finalement, il n'y a jamais eu de suite parce que je pense que l'écrivain est devenu un des showrunners sur Riverdale, la série télévisée. Puis ils n'ont jamais terminé Afterlife with Archie, qui était quand même très, très, très bon, mais ils n'ont pas arrêté d'essayer de se réinventer puis se trouver. Puis il faut leur donner, là, avec des personnages comme ils ont, là, très, très archétypal, ancré dans une certaine période de la bande dessinée américaine. Ils n'ont pas le choix d'essayer des nouvelles affaires. Et là, il y a une nouvelle série qui va sortir en 2024. C'est pas tant la série que je trouve intéressante, mais ce qu'elle implique. Mai 2024, une mini-série de 3 numéros d'horreur qui va s'appeler Archie Comics Judgment Day. Ça se passe dans un Riverdale où elle est comme envahi par une espèce de force démoniaque, puis c'est Archie qui doit la défendre. Mais ce qui est le fun de cette série-là, c'est que c'est la première de ce qui sera plusieurs autres séries qui vont être publiées sur une étiquette qui s'appelle Archie Primes Event, qui sont en fait des séries où on va pouvoir un peu explorer le canon d'Archie différemment, de façon différente. Et le format aussi de ces séries-là vont être plus grands, sur du meilleur papier, puis il va y avoir des collector editions par la suite, donc des éditions souvent cartonnées. Donc c'est la première d'une série qui s'en vient. Donc c'est des one-shots qui sont pas... c'est pas des numéros que tu peux te conclure en un one-shot, qui est genre 100 pages, pardon. Ça va être un petit peu plus gros. Fait que l'équivalent, ça serait un peu comme Black Label, DC Black Label, mais version Archie Comics. Puis je suis pas... je trouve que c'est quand même très bien. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais sur Archie Comics, mais je trouvais que, tu sais... Mais ça fait un bout qu'ils font ça, là. Oui, ça fait... J'avais un Archie contre Predator, puis un Archie contre Sharknado. Puis t'as eu Jughead qui devient un genre de loup-garou, puis t'as eu Véronica qui est devenue une vampire. Ah ouais. Sauf que là, je pense que ce qui va les différencier, c'est qu'ils vont en tout cas, ils vont unir certains concepts sous une étiquette, puis en plus, ces éditions-là vont être, tu sais, comme ils vont avoir des versions collector. Fait qu'ils essaient de chercher un certain marché, puis j'ai déjà vu les couvertures alternatives de Archie Comics Judgment Day, puis t'en as une qui est faite par Jay Lee. Pour les gens qui le connaissent, c'est un site à l'opposé de ce que tu penses quand tu penses à Archie. Sinon, peut-être parce que ma nouvelle est un petit peu courte, mais je peux vous annoncer que notre créateur favori de bande dessinée, Rob Liefeld, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Non. Mais sa retraite de Deadpool, donc pas sa retraite définitive. Ouf. Lui, il va mourir en faisant une page. Clairement. C'est sûr. Ben, c'est un peu ce qu'il ne prendra jamais sa retraite. C'est un peu ce qu'il a dit. Il a fait une entrevue avec The Hollywood Reporter récemment, puis il a dit, tu sais, il y a à peu près 10 ans de ça, je vous aurais dit, il y a 56, là, quand il y en avait 46, je vous aurais dit, je fais ça jusqu'à temps que j'ai 70 d'années. Mais la réalité, c'est que les dernières années ont été beaucoup plus tough. Il y a des problèmes de yeux, il y a des problèmes aussi de mains, d'articulation, il y a des douleurs.
Puis il chompe pas, là, il arrête pas. Il va sortir une série de Deadpool cet été, ce qui va concorder un peu avec la sortie de Deadpool et Wolverine, donc il va prendre avantage de cette sortie-là pour peut-être mousser un peu la bande dessinée. Mais après ce numéro-là, il veut prendre sa retraite du personnage qu'il a créé il y a si longtemps de ça. Co-créé, c'est vrai. Co-créé. Mais il a co-créé Image Comics aussi, c'est vrai. Excusez, mais je suis comme tout le temps gossé parce qu'il arrête pas, il me donne pas. Non, je l'avais noté, c'est moi qui l'ai pas lu. Oh, ben toi ça va, mais c'est Rob Liefeld qui donne pas les crédits aux gens avec qui il a travaillé. Ok. Je savais pas ça de lui, je pensais qu'il était quelqu'un qui donnait pourtant le. Ben, en tout cas, pas dans ce que toi t'as vu, genre. Ouais, pas dans Deadpool ni Cable. Okay. C'est création à lui. Donc, Liefeld, par contre, a produit au cours de sa carrière plus de 1000 pages de Deadpool. C'est quand même assez hallucinant quand tu y penses. Là. Depuis les années 90, il estime environ 150 couvertures, dont 45 numéro 1. Parce qu'on se souvient dans les années 90, avec la création d'Image Comics, il fait juste créer des numéros 1 pour essayer de vendre des nouvelles séries puis pas en finir d'autres. C'était vraiment l'enfer. Je trouve ça plate parce que cette période-là me fascine, mais en même temps, le seul documentaire qui est sur cette ère du comic book américain et pas particulièrement étoffé ni intéressant. Il me semble qu'il y a un filon à faire, à aller chercher là-dedans. Fait que ça va s'appeler la série, si vous êtes intéressé de lire son Deadpool Batter Blood, qui va sortir. Ça c'était celui de l'année passée. Puis le prochain, il n'y a pas de titre pour l'instant, mais il en sort pratiquement une fois à chaque année ou 2 ans. Il lâche pas le morceau. Fait que c'est ce que j'avais. Avez-vous un dernier truc, messieurs, ou on avait fait le tour pas mal? Moi, c'est beau. Moi, je peux suggérer une bande dessinée. Sure. J'ai lu la mini-série Superman Lost. Et dans cette histoire-là, ça commence avec la Justice League qui va aller régler un problème, bien normal. Puis il y a une scène où il y a Lois Lane qui, tu sais, Superman vient de partir. Puis là, elle s'en va dans le salon, puis il est là, puis il bouge pas. Puis là, on apprend que il s'est écoulé 20 ans pour Superman entre le moment où il est parti, puis là, il vient de revenir. Wow, c'est un Elseworld? Oui, c'est un Elseworld, je sais pas. Okay. Mais je pense pas que canon, là. Pas tant, là, mais c'est ça, c'est que l'histoire, c'est Superman qui se retrouve dans l'espace, il se perd avec il y a plusieurs aventures qu'il fait qu'il se perd. Il a aucune idée il est où. Puis il se retrouve sur une planète. Puis là, à un moment donné, il fait un peu sa vie là en espérant s'en aller. Mais là, le temps s'écoule. Puis lui, quand il revient, tu sais, tout est en parallèle. T'as ce qui se passe quand il revient. Puis qu'il est comme tellement déconnecté parce que ça fait 20 ans qu'il est plus là. Ouais. Puis tout le monde est comme... il essaye de le ramener, mais il est comme pas tant là. Puis t'as aussi son aventure dans l'espace qui essaye de revenir et qu'est-ce qui se passe. Juste, il y a une scène, juste pour vous montrer un peu jusqu'où ça va. Il y a une scène à un moment donné où il faut qu'il vole dans un trou noir. Puis il rencontre une version plus vieille de lui qui dit qu'il faut pas il faut qu'il retrouve la Terre. En tout cas, tu sais, c'est vraiment... ça s'amuse avec le temps et l'espace. Puis pour Superman, j'étais comme étonné. J'ai vraiment aimé ça. C'est par Christopher Priest. Puis c'était 10 numéros, mais j'imagine qu'il va y avoir un trade. Ça vient de finir. Moi, j'ai vu que tu l'avais rajouté à la suggestion de liste de lecture. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je voulais prendre un petit break des X-Men. Ouais, je comprends. Me suis dit, je vais lire cette affaire-là, ça va l'air bien. Ça me fait penser à 2 épisodes de Star Trek, celui où le Captain Picard se fait projeter dans une réalité parallèle où est-ce qu'il joue de la flûte, puis l'autre avec Miles O'Brien, où est-ce que sa punition, c'est de vivre dans une réalité virtuelle pendant genre comme 30 ans, mais la réalité, c'est que c'est écoulé juste 5 minutes. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est le temps, on revient tout le temps à Star Trek. Ouais. Puis juste avant de se laisser, je voulais souligner que la bande-annonce de Deadpool et Wolverine a atteint des records. C'est la bande-annonce la plus écoutée de tous les temps.
On parle à l'époque que j'ai pris la nouvelle, là, 365 millions d'écoutes en 24 heures, ce qui inclut par contre les 123 millions de spectateurs du Super Bowl durant lequel la bande-annonce a été projetée pour la première fois. Ça assume qu'ils ne se sont pas levés à aller faire pipi. Ouais. Exactement. On joue un petit peu avec peut-être les chiffres, mais ça reste que c'est une bande-annonce qui a fait beaucoup réagir. Tu sais, on parlait tantôt de Fantastic Four, d'amener un petit peu un vent de nouveau dans ces films-là qui, les gens ont l'impression qu'ils se stagnent. Je pense que l'intérêt pour Deadpool, il y a encore, parce qu'il n'y en a pas eu trop. Puis c'est drôle. C'est drôle. Puis on était dans le méta-contextuel tantôt, là, on va l'être en maudit, parce que c'est Deadpool qui essaye de je sais pas, d'allier les réalités, là, c'est pas très clair. Là. Le logo 20th Century Fox est là. Les films de Marvel sont là. Il a l'air de travailler pour la TVA. La TVA est là. Pas TVA, mais la TVA qu'on voit dans Loki. Donc, quand même. Le dernier record, en fait, avait été remporté par Spider-Man No Way Home avec 355 millions de vues en 24 heures. Et donc, le film, lui, de Deadpool and Wolverine, sort le 26 juillet 2024. Puis, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Ouais. Je suis très, très enthousiaste. Moi, j'ai un fun fact, sinon, aujourd'hui, j'ai appris une chose que je considère importante. Et il paraît que la rue Jarry à Montréal et le parc Jarry à Montréal ne sont pas des hommages à la même personne. What? Ouais. Je vis un mensonge. Deux Jarry séparément. Deux Jarry, c'est... ouais, mais attends, il y a comme une twist. Attends, je retrouve le post. C'est le Jarry qui a été projeté 20 ans dans le futur. Qui a un black hole. C'est Hélène Lorrain là, qui a déjà écrit un essai sur le air guitar féminin aux éditions de ta mère qui, ces temps-ci, met des fun facts sur Montréal. Puis... Qui dit que la rue et le parc Jarry ne font pas référence à la même personne. La rue Jarry rappelle Bernard Blengy dit Jarry, l'un des premiers colons de Montréal, et le parc Jarry a été nommé en l'honneur de Raoul Jarry, un conseiller municipal représentant Villeray durant les années 1920, donc beaucoup plus tard, mais qui est un descendant du Bernard Blengy. Ah! Voilà. Qu'en est-il de Tom et Jarry? Je pense que c'est... C'est pas lié. Ouais, c'est la pizzeria Jarry, ça, c'est sur ton mais Ce serait le fun que la pizzeria Jarry, le propriétaire, c'est comme le descendant de ces gars-là. Ben, il y en a juste un qui est mort, là, mais je sais pas s'ils ont des enfants. OK. Hey, on va prendre une petite pause, mais juste avant, je vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Merci à tous ceux et celles qui le font. D'ailleurs, c'est grâce à vous qu'on est capable de garder les lumières allumées. Il y a eu une petite drop ces derniers temps parce que ça a l'air que la vie coûte cher puis que tout le monde maintenant et sa mère a un Patreon. C'est comme les podcasts il y a 5 ans de ça. Tout le monde maintenant a un Patreon. Mais j'apprécie grandement les gens qui continuent à donner au show ou qui l'ont déjà fait par le passé. Merci énormément. Si ça vous intéresse de nous appuyer financièrement, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. Vous faites en sorte qu'on existe et en échange, on vous offre des goodies. À l'avance, des épisodes de Terre humaine chez Isidore. Vous êtes 2 épisodes à l'avance. Peut-être que vous allez pouvoir bander avec votre collègue, votre travail après. Gagner en productivité. Exactement. Et sinon, on a aussi le podcast Bifurcation que je fais avec mon ami Rémi Fréchette. Et pour le cycle d'Ernest que nous avons entamé, on a été capable de berner Guilla Saint-Cyr et de le ramener pour l'épisode sous faux prétexte. Et donc, pour ça, pour donner les goûts à la maison aux gens, parce que je me suis dit, les gens, on entend parler de bifurcation, mais ils savent pas c'est quoi. Ben, je vais leur faire entendre l'intro de l'épisode qui débute, qui fait qu'on commence le cycle dédié à Ernest. Hey les gars, je suis tellement content qu'on fasse enfin un épisode sur notre détestation de Christopher Nolan. Ben oui, on est content qu'il soit là. Hey, regarde ça, c'est pas un cahier, c'est un livre. Hey, il y a comme un note que j'ai fait, ça m'a pris. Ça fait quoi, 3 semaines que vous m'avez dit? Là, j'ai revu tous les films de Nolan. J'ai pris des notes, regarde ça. Combien de fois t'es net? Tenet, ben je l'ai vu 3 fois pour bien comprendre. Fait, pourquoi vous me regardez de même? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Pourquoi? Fait que voilà, pour connaître la suite, il faut vous abonner au Patreon. Puis on parle de... Est-ce qu'il faut qu'on appelle la police? Non, il est correct. Il va être correct. Il est encore sur sa chaise? Ouais, c'est ça. Il est encore avec ça? Guy, si tu nous entends, cligne des yeux. C'est lui la souris, c'est ça. Cogne dans la porte. Mais c'est ça, cogne 3 fois.
Donc, aussi, il y a Noël Chisdor qui a sorti un épisode ce samedi, l'épisode 77, sur le Bye Bye 93. Bonne année, guys! Bonne année! Mais je pense que, en tout cas, tu donnes toujours, mais celui-ci, tu t'es vraiment donné là, pour les extraits sonores. Oui, j'ai essayé. Ça m'a pris plus de temps à monter, mais je me suis dit, je vais essayer de mettre plus d'extraits du Bye Bye, qu'on puisse entendre un peu de quoi on parle. Je pense que c'est le premier que vous faites que je me rappelle des bouts. Je me souviens de bouts, moi aussi. Le bout avec Blanche, je m'en souvenais. Ouais, c'est ça. Puis, celui du Doc Mayou, je l'aurais comme pas pris. C'est correct. C'est-tu mal, genre, de se réjouir de la mort de quelqu'un? Non. Quand c'est le Doc Mayou, je suis content. Ça dépend à qui, mais lui, non. Non, c'est ça. Mais très bon épisode pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. Faites ça avec Étienne Forêt. Puis Valérie Guéria était là pour cet épisode. Donc, super bon. Puis il y a Tarkaju aussi, qui est un podcast dédié aux grosses bébites qui se tapochent. J'imagine qu'il va y avoir un épisode qui s'en vient. Ben oui, Jake m'a écrit hier. Il m'a dit « Hey, tu peux-tu envoyer l'épisode? » Puis j'ai fait « Non. » Parce qu'il me l'avait jamais demandé. Okay. Puis là, j'y ai envoyé. Génial. L'épisode sur Godzilla -1 qu'on a fait à l'automne. Super. Oui. Ça me j'étais en short. La semaine passée, t'aurais pu être en short aussi. Ouais, c'est ça. En plein janvier. Non, j'ai eu un incident de transport en commun. Fait que j'étais pas... Un incident de transport en commun? En me rendant chez Simon cette fois-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui... La STM. Là. Ah, OK. Tu t'es assis dans quelque chose de pas cool? Non, ça passait pas, ça passait plus. Okay. Ça se posait, en tout cas. OK. Je pensais que c'était les shorts qui s'impliquaient. Non. Donc, tout ça, vous financez tout ça grâce au Patreon. Puis, si vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur iTunes. On a vous donner aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, quand vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi, puis je vais vous donner accès au Discord. C'est un serveur privé où les gens échangent des nouvelles, discutent, écoutent des films. On est encore dans le film, le mois plus tôt, de Pain Baguette et Béret Bleu. Il y a 2 films la semaine passée qui m'ont beaucoup touché, mais les 2 derniers de samedi, c'est des films français. Hein? C'est beaucoup de comédie de situation. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, genre ce qui reste de Twitter et notre site internet. On revient dans quelques instants avec Rain. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle Rain, publiée chez Image Comics, basée sur une nouvelle de Joe Hill, adaptée par David M. Booher. Moi, je disais Booher. Hey, on a tous eu envie de le faire. Hein? Merci, Benoît, d'avoir passé ça en partant. Et dessiné par Zoé Thorogood. Comment résumer ça rapidement? On est dans un monde où du jour au lendemain, il y a une pluie de cristaux qui va tuer des milliers de personnes à travers les États-Unis. Et il y a le personnage de Honeysuckle Speck qui décide de faire le voyage de Boulder à Denver pour retrouver le père de sa copine qui déménageait cette journée-là avec elle et qui est décédée dans la première précipitation. Durant son parcours, elle va rencontrer Mark Despot. C'est comme un jeu de mots là, pour Despot, mais en français, ça marche pas. Là. Qui est un ancien fighter de MMA. Elle va être accompagnée par Templeton, le kid du quartier qu'elle fréquente, un kid qu'il aime beaucoup, qui est sous la garde de sa mère, Ursula, qui est comme un peu... traumatisé depuis qu'il est traumatisé depuis le décès de son père à Templeton. Donc, c'est ça. C'est très bien résumé. Ça. Ça. Ouais. Avant d'en parler en profondeur, on peut-tu donner une appréciation? On va commencer par Laurent, puis on va y aller comme ça autour de la table. Vas-y donc, Laurent. J'ai aimé ça. Je pense qu'il y a des affaires que j'ai moins aimées, mettons. Je trouve qu'il y avait... En tout cas... Il y a le arc de la fin de l'histoire, je trouve qu'il n'était pas nécessaire. Je trouvais ça bon, mais aussi genre tellement profondément nihiliste que ça me déprime un peu. Oui. OK. Simon? J'ai aimé ça, un peu comme Laurent. Je crois que vers le dernier acte, j'étais comme... on a tout besoin de ça. Mais en même temps, j'ai apprécié. Puis je pense que je trouve que la force de la BD, c'est l'art mixé avec le sujet. Ouais. Gauthier? Ouais, j'ai vraiment aimé ça aussi.
ça fait très nouvelle. Là. Oui. Mais oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé l'art aussi. Ça m'a pris un petit peu de temps à m'habituer, mais au final, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ben, pour vous situer, moi aussi, j'ai aimé ça. Yeah. J'ai eu du plaisir. J'ai pas trouvé que c'était la BD du siècle, mais c'est une belle petite BD. C'est 5 numéros, le trade. Il n'y a pas de suite. Ça se contient. Puis comme tu dis, ça sent la nouvelle parce qu'on boucle la boucle assez facilement. Un petit peu trop facilement vers la fin. Mais non, j'ai bien aimé ça. Moi, je trouve que la force de cette bande dessinée-là, c'est ses personnages. À quel point rapidement, je sentais qu'il y avait le personnage de Honeysuckle, je savais c'était qui, puis je sentais qu'il y a quelqu'un derrière, puis sa copine Yolanda, qu'on a vu comme très d'une 3 pages de temps, quand elle meurt dans les premières séquences où elle déménage puis que la pluie tombe pour la première fois, j'avais de la peine pour elle, j'avais de la peine choqué. Pour Honeysuckle, c'est très choquant. Puis c'est une BD qui jongle facilement entre le artsy puis le gore. L'amalgame est bien fait. C'est surprenant jusqu'à où il nous montre les dégâts. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi, tout au long de ma lecture, j'étais en train de me demander comment moi, je composerais avec la situation. Tu sais, comment je ferais pour me déplacer dans cet univers-là? Comment je fais pour... Tu sais, parce que tout est recouvert de clous, là, essentiellement. Oui, puis c'est pas juste... Tu sais, il y a de quoi de... Comment je veux dire? C'est pas juste... Il y a des clous qui tombent du ciel, c'est... la météo, genre. Ouais, c'est pas juste comme il n'y a pas quelque chose qui a explosé, c'est pas des débris, c'est la météo. Petit crachin de la pluie veut ta mort. Genre, c'est comme de façon vraiment extrême et violente, tu sais. C'est comme... Je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est comme gossant de se faire pleuvoir dessus, mais au pire, t'es mouillé, tu sais. Ouais, t'es pas mort. J'ai bien aimé le mot d'introduction de Joe Hill qui parle des bandes dessinées à message, des œuvres à message. Puis, tu sais, lui, je pense que c'était une de ses grosses craintes d'aller dans comme le prêchi-prêcha. Non. De dire que, mettons, tu sais, de faire une BD pour parler des changements climatiques puis de dire qu'il faut faire de quoi parce que, tu sais, le temps presse. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment juste dans l'impression que Joe Hill a de l'urgence avec laquelle il faut s'attaquer au changement climatique puis de son désir que les gens se rendent compte que ça va mal, qui a créé cette pluie de cristaux-là. C'est juste, c'est juste le début. Son hook, en fait, vient de changement climatique. Son inspiration initiale, c'était ça. Mais après ça, la BD nous amène ailleurs, puis il n'y a pas de discours genre arrêtez de manger de la viande. On n'est pas du tout là. On est vraiment dans une histoire qui se tient en elle-même, avec des personnages qui vivent dans cet univers-là, puis on s'attache avant tout aux personnages, puis pas au message. Ça, je trouve ça... C'est la force de Joe Hill, là, souvent, là, c'est ces personnages. Mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé les bandes dessinées qui étaient preachy, même si je suis en accord avec le message. J'ai tant trouvé que c'était facile, puis l'équilibre pour tomber dans un ou l'autre est pas toujours évident. C'est drôle parce que moi, j'ai lu le forward de Joe Hill, puis je pense pas, si j'avais pas lu le forward, que j'aurais pensé que c'était une fable sur les changements climatiques. Je l'ai pas interprété comme ça. C'est une des théories que les gens dans la bande dessinée disent, parce qu'ils sont qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça, c'est surtout que c'est débunké un peu à la fin, genre. Oui, c'est complètement débunké, exact. Fait qu'il n'y a plus de raison d'y croire. Est-ce que vous auriez aimé quelque chose? Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est à la recherche de bandes dessinées plus lumineuses, même dans la science-fiction. Puis, est-ce que vous auriez pris justement quelque chose avec un petit peu plus d'espoir quand même? Oui. Ouais, j'aurais aimé ça une fin. Si la fin reste ouverte, puis on peut penser qu'elle va réussir à rencontrer quelqu'un qui va pouvoir les aider à éliminer la pluie. Puis, moi, j'ai pas cette impression. Avez-vous cette impression-là, vous, à la fin? Oui, j'ai eu cette impression que c'était possible. Non. Non? Ah non, ok, c'est juste moi. Ouais, j'ai l'impression... Le feeling que je retire de tout ça, c'est que Joel, il était fâché. Là. Il dit dans le forward, mais tu sais, ça fait vraiment genre comme... Comment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous compreniez? On va tous mourir. On va mourir? V'là du sang, genre, c'est comme ce feeling-là, la BD. C'est comme sa version de Don't Look Up. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Puis, Don't Look Up a beaucoup de violence en lui. Ouais. C'est ça, il y a cette violence-là, un petit peu. Puis, tu sais, effectivement, quand je dis que c'est super nihiliste, c'est que c'est comme ça, c'est inévitable. Puis après, il y a toute la partie, genre... la société. La société post-apo qui est tout le temps de la merde. Moi, c'est quand finalement elle retrouve son beau-père pour globalement lui dire « Excuse-moi, ta famille est morte, fait qu'on va
genre être tristes ensemble. Puis que il s'est pas fait attraper par la pluie, mais il a été tué par un raciste bigot. Puis là, je suis comme... Puis tu sais, c'est pas juste comme ceci m'écoeure, c'est ceci m'écoeure parce que c'est probablement ça qui arrive dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a une justice politique qu'elle lui fait. Elle l'attache sous la pluie, puis ça va se faire avoir. Donc. Fait que, tu sais, genre, oui, j'aurais pris de quoi de plus lumineux, mais qu'on dirait aussi que tant qu'aller dans ce nihilisme-là, que je comprends, puis que je ressens aussi en tant que... Personne qui vit en 2024. Oui, dans la société qu'on a aujourd'hui, avec le climat qu'on a aujourd'hui, je trouve que la fin, c'est-à-dire d'expliquer de où ça vient, cette pluie-là, c'est comme si ça venait annuler le message un peu. T'sais, on n'avait pas besoin de ça. Sois nihiliste jusqu'au bout. J'aurais préféré que c'est ça. T'aurais préféré que quoi? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. C'est ça. C'est ça. Maintenant, là, on a fucké la planète, il pleut des cristaux, puis gérez-vous. Puis je suis comme... J'avais pas besoin qu'on m'explique, puis je trouve que ultimement, sur cette BD-là, qui est justement sur l'acceptation du deuil, puis de comment on est dans la marde, puis la non-permanence des choses. Ouais, c'est pas nécessaire qu'on sache de où ça vient, tu sais. Je comprends. Je pense que je comprends les deux. Je comprends pourquoi ils ont décidé de donner raison, probablement pour boucler la boucle, mais en même temps, je pense que j'aurais apprécié qu'on ne sache jamais de où elle vient. C'est comme les films de zombies de Roméo. Ils nous donnent un indice, mais ça veut pas dire que c'est ça la réponse. Non, c'est ça. Puis c'est correct de même. C'est pas sur la cause. Non. C'est sur comment on se gère dans cette situation-là. Puis qu'est-ce qu'on fait face à une catastrophe de cette ampleur-là. C'est drôle parce que tout au long de la bande dessinée, il parle beaucoup. Quand elle s'en va vers Denver, puis elle essaie de... Elle parle que son beau-père, c'était sa famille, que sa belle-mère, c'était sa famille, puis sa blonde, c'était... Parce que elle, sa famille, elle... comment? C'est un nom weird, par exemple. Honeysuckle... Ils l'ont rejeté quand elle a appris qu'elle était une lesbienne, puis que c'est sa famille, puis elle avait besoin de faire ça, mais elle insiste beaucoup sur son titre de docteur. Puis là, je me disais, puis il était chimiste, il était comme un chimiste. Je dis, ok, on va apprendre que c'est ce gars-là qui a causé la pluie, puis c'est pour ça qu'il était pas là lors du déménagement de sa fille, c'est parce qu'il est en train de travailler sur une expérience. C'est ça la fausse piste. C'est la fausse piste qu'il voulait mettre de l'avant, pour pas qu'on réfléchisse aux indices qu'il nous avait mis avant devant notre face, qui nous donne la réponse à la fin concernant qui a créé vraiment la situation. Et finalement, Ursula, avec une belle hache, une belle machete dans la face du dude qui... de despote. Mais ça, j'étais vraiment comme... C'est ça, tu sais, genre... Quand vous parlez de nihilisme, là, c'est vrai, là, tu sais, comme vraiment le no hope, là. Zéro espoir. Puis je suis comme, pour vrai, laissez-y un ami, là, Chris. Ouais, j'aurais aimé ça que ça soit au moins lui, là. Comme on a tant aimé, tu sais, je pense, Laurent puis moi, on a lu Frontières, puis qu'on a beaucoup aimé parce que justement, c'était un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui affrontent ensemble l'adversité. Genre, s'il vous plaît. Tu sais, il me semble qu'en tant qu'artiste américain, là, surtout là, en ce moment, là, comme donnez-vous le droit d'espérer au moins que des petites communautés de gens ensemble réussissent à s'entraider pour surmonter l'adversité. Là. Peut-être qu'eux autres, ils en sont encore à essayer de convaincre le monde que ça va pas bien. Tu sais. Ouais, mais ça, tu peux pas, en tout cas. Oui, ben, je comprends, là, mais c'est comme, j'ai l'impression que c'est plus ça, la fonction de la base, c'est pas de se donner espoir, c'est de brasser le monde, genre, voyez pas dans quelle merde on est. Moi, depuis la pandémie, là, si ça, c'était pas quelque chose qui allait comme allumer les consciences, là, on n'a même pas été capable de s'entendre sur ce que c'était, là, fait que moi, je crois plus à rien. Non, mais moi, je pense que le message d'espoir que Frontières, justement, de Saint-Gelin, c'est ça? Saint-Gelin. Guillaume Saint-Gelin. Guillaume Saint-Gelin, je pense que ça fait tant du bien parce que, justement, il se rabat sur comme la solidarité, mais micro. Genre la micro-solidarité. Tu sais, des petites communautés, des gangs d'amis qui s'entraident puis qui justement, là, qui affrontent l'adversité ensemble. Fait que là, tu sais, à la fin de Rain, quand même, genre, son ami meurt. Je suis comme, elle a plus de famille. Sa blonde est morte. La famille de sa blonde est morte. Je suis comme, oh. Il faut qu'elle s'occupe d'un kid. Il faut qu'elle s'occupe d'un kid qu'elle connaît pas tant, mais que... Se prend pour un vampire. C'est la seule figure, genre, qui vient voir sa mère mourir. Oui, c'est ça. Faut qu'elle enterre sa mère. J'étais comme, ouf.
Puis, vraiment? Mais Joe Hill, puis l'adaptation de David, moi je dis à Booher, ils ont pensé parce qu'elle lui dit, hein, tu veux-tu prendre ma machette rouillée pour ton voyage vers Denver? Fait que ça a déjà été dit. Fait que quand ça arrive, c'est surprenant. Ouais. Mais ils ont même déjà foreshadow, genre la machette d'en face. Man. Fait qu'il a réfléchi à son affaire. Fait que c'est ça, c'est vraiment bon, mais c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant, c'est sûr. Il y a un contraste. Je dois dire que j'aime beaucoup la relation du kid de Templeton avec Honeysuckle. J'aime la façon que ce kid-là est écrit. Je le trouve attachant. Il pense comme un enfant. Il parle il est un peu plus sophistiqué qu'un enfant là, parce qu'il a été élevé par des scientifiques. Là, il est curieux. Il est curieux, mais il a une belle imagination. J'aime beaucoup ce personnage-là. C'est ça. J'ai beaucoup aimé leur relation aux deux. C'est ce qui me reste plus à la fin de ma lecture que le côté nihiliste, déprimant. On a-t-il quelque chose à rajouter ou on a fait le tour déjà? Peut-être juste, on n'a pas beaucoup parlé, mais la dessinatrice, là. Oui. Moi, c'est ça qui me l'a fait rajouter sur la liste. Là. Oui. En fait, c'est que c'est une jeune autrice, je pense qu'elle a même pas 25 ans. Là. Genre, ou à peine. Là. Puis c'est ça, c'est comme une dessinatrice un peu indie. Là. Elle a sorti un album sur quelqu'un qui perd la vision, un peu comme... ça ressemble un peu à la Méduse de Boom, j'ai l'impression. Je l'ai pas lu, celle-là, mais elle en a fait un autre aussi sur sa dépression qui s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth. Que j'ai quand même aimé malgré que c'est comme un livre un peu ado-gothique, mettons. Là. Comme vibe, mais c'est vraiment genre elle est vraiment très jeune, puis je trouve qu'elle a déjà une personnalité de dessin vraiment impressionnante et forte. Là, tu m'aurais dit que c'était quelqu'un dans la quarantaine. Non, c'est ça, fait que je pense qu'elle va être vraiment beaucoup à surveiller, puis elle n'a pas l'air, tu sais, même si ça vient d'un peu plus de quoi d'indie, elle n'a pas l'air de me cracher sur des affaires de genre un peu comme ce qu'on vient de lire, là, fait que je pense que ça peut être une artiste vraiment à surveiller. Ma petite déception, puis ça c'est tout petit, là, mais c'est quand même sa nouvelle qui a été la base de la BD. Mais quand j'ai vu le nom de Joe Hill sur le cover pour Image Comics, je me suis dit, cool, il va peut-être commencer à écrire pour eux autres. Finalement, non. J'aimerais ça un genre de titre unique de Joe Hill pour Image Comics. Mais il n'y avait pas sa propre... il y avait Lock and Key pendant longtemps. Ouais, mais ça, c'était sur IDW, non? Il me semble. C'est IDW? Oui, c'est IDW, je pense. C'était pas Image Comics. C'était pas Image Comics. Puis il a fait son étiquette qui était sous DC Comics qui parrainait, là, mais finalement, depuis la sortie des titres initiaux... qu'il écrivait de quoi pour ça. Non. Il a peut-être écrit une des histoires, mais il écrivait pas toutes les histoires. Il parrainait. C'était comme un genre de gars qui chapeautait, mais tu sais, j'ai pas eu de développement, moi, par rapport à cette affaire-là. Fait que depuis la sortie des trades initiaux, j'en ai pas vu d'autres. Ouais. Bon, hey, on va finir là-dessus? Ouais. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient cette semaine pour vous autres, ou... Gauthier, t'as-tu un salon, un truc qui... Non, prochaine chose, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous en ai parlé la semaine passée. On est faut le répéter. Plusieurs artistes à aller faire des classes de maître au cégep de Chicoutimi. Puis on en profite pour aller en librairie, à la librairie Les Bouquinistes, puis à la librairie Marie-Laura, donc à Chicoutimi, puis à Jonquière, pour signer des livres. Il va y avoir Jimmy Beaulieu, Cab, moi, Olivier Carpentier, et puis Jake va sûrement nous accompagner pour signer aussi des livres en librairie. Puis on fait un quiz BD à la Tour à bière, pour ceux qui connaissent le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut s'inscrire, par contre? Faut s'inscrire pour les classes de maître, mais pour les autres événements, c'est ouvert au public, entrée libre. Donc, vous pouvez vous pointer quand vous voulez. Génial. On va être content de vous voir. Super. Il y a déjà des gens qui nous écoutent sur les Mystérieux Étonnants qui nous ont dit qu'ils étaient pour être là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. On a du monde aux quatre coins du Québec. Toi, Simon? Rien de spécial. Je vais continuer à écouter des films mauvais, puis vous en reparler une autre fois. Lire des X-Men. Oui, ça, j'avance tranquillement parce que T'as-tu ralenti un peu? Ben, j'ai ralenti parce que la vie, mais aussi parce que il y a tellement de mini-séries. T'es dans les années 90. Ah oui, je suis en 97 depuis genre 3 mois. Là, je t'arrive. Voilà. T'arrives à la fin, par contre. Là. Je sais pas à quel point les années... À la fin? Ben non, il faut que je me rende à 2020. Oui, je sais, mais t'arrives à la fin des années 90. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de titres d'X-Men dans les années 90. À un moment donné, il va en avoir. Déjà, 97, il me semble, t'arrives peut-être au pic. Je sais pas, 98, 99. OK, ben Laurent, toi, tu vas être là-bas. Oui. C'est ça. Oui, Planète BD, sinon mes parents viennent souper, mais je pense pas que ça intéresse les auditeurs. Ah, ben,
pourrais faire un podcast chez Laurent. Tu les salueras. Et ses parents chez Isidore. Ben ouais, OK. Fait que moi, je vais être ici en train de pas virer fou, puis c'est de pogner la souris. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention aux autres. Bye. Ciao. Bye.